Voilà, on va accueillir les derniers arrivants après cette pause café. Bien, donc avec les deux premières tables rondes animées par Émilie, nous allons dorénavant passer aux deuxième série de tables rondes de la matinée. Donc Gilles Dansart, à ma gauche, va reprendre le flambeau. Et donc sur les deux tables rondes suivantes, une qui est consacrée donc à la formation et à la valorisation des métiers du ferroviaire, et puis la deuxième table ronde de cette deuxième séquence, donc la table ronde numéro 4, c'est comment permettre le financement des infrastructures et éventuellement le financement des infrastructures qui doivent être remises en service. Voilà, et nous accueillerons le ministre normalement à 12h30, 12h45. Et donc je pense que nous pourrons avoir une séquence de questions-réponses avec la salle au moment avant son arrivée, s'il est à l'heure. Voilà, eh bien Gilles, c'est à toi. Merci beaucoup Philippe, je suis très heureux de succéder à Émilie pour cette deuxième partie de matinée. Et puis il y aura aussi cet après-midi 3 ateliers où vous êtes inscrits très nombreux. Alors on va effectivement essayer de tenir les délais pour accueillir le ministre tout à l'heure. On va essayer de tout faire, des questions-réponses en fin de table ronde. Mais avant, 2 tables rondes, 2 échanges. Dans une grosse demi-heure, 3/4 d'heure, on parlera du financement de l'infrastructure, mais dans l'immédiat, on va parler formation, et je demande aux 4 participantes et participants de cette table ronde de me rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Alors, nous avons, pour parler de la formation et de la valorisation des métiers du ferroviaire, venez par ici, on est moins nombreux que tout à l'heure, mais voilà, très bien. On va se répartir comme ça. Donc nous avons avec nous Solène Garcin-Berson de l'AFRA. Merci Solène d'être avec nous. On devait être totalement paritaire, mais Géraldine Adam de l'UTPF est en ce moment même, et j'ai eu la confirmation par une photo, en train de remettre un prix par la ministre au titre de Transformer. Et c'est son collègue de l'UTPF, Jean-Philippe Pezia, qui va la remplacer dignement pour nous expliquer comment l'UTPF a procédé pour ce programme très intéressant. Philippe Rochet du syndicat des entrepreneurs, à chaque fois j'oublie l'acronyme, le SETVF, ça je sais, syndicat d'entrepreneurs des travaux de voies ferrées françaises. C'est ça? Voilà. Merci d'être avec nous. Et puis Igor Binimov de la FIF, de la Fédération des industries ferroviaires. Donc, former, valoriser les métiers du fret ferroviaire, une nécessité pour la profession. Alors, sur le programme, il y avait un point d'interrogation. Je crois qu'on peut enlever le point d'interrogation tout de suite. Et on sera d'accord pour dire qu'il faut absolument que ce soit le cas. Et je voudrais commencer par Jean-Philippe Pezia de l'UTPF, justement par ce programme très concret que vous avez appelé Transformer. Alors ça fleure bon film des années 90, mais l'objectif, c'est vraiment de changer de dimension et d'avoir un programme largement doté par des crédits publics et qui est destiné à mieux valoriser tous ces métiers. Alors, pas strictement du ferroviaire, mais on va y venir très vite, mais du transport public en général et évidemment du transport ferroviaire. Vous nous expliquez un peu en quelques minutes ce en quoi cela consiste et comment le ferroviaire plus strictement, aujourd'hui on est devant les représentants du fret ferroviaire, peut en bénéficier. Merci beaucoup Gilles et bonjour à tous. Alors j'ai préparé 2-3 slides, pas trop longtemps, ne t'inquiète pas. Je voulais donc vous remercier, je ne suis pas Géraldine Adam, comme l'a dit Gilles. Je vais vous parler aujourd'hui du programme, du projet Transformer qui se met en place, qui va durer un peu plus de 3 ans. Et on va évoquer des choses très concrètes sur ces questions de la formation et de l'attractivité dans le secteur ferroviaire. Alors si Géraldine n'est pas là, comme l'a dit Gilles, c'est pour une raison qui nous fait très plaisir. C'est que ce matin, elle s'est vue remise par la ministre du Travail, Madame Panosyan-Bouvet, un prix à Saclay, parce que Transformer est considéré comme l'un des 4 meilleurs projets déposés dans le cadre du projet France 2030 pour le volet compétences et métiers d'avenir, ce qui nous fait très plaisir. Et on a même eu le prix de l'engagement, le premier prix de l'engagement. Donc, pour vous dire ce que c'est, ce qu'est ce projet Transformer,
C'est un projet où on va vraiment mettre en place une politique de branche en matière de formation, avec des nouveaux dispositifs de formation et des dispositifs d'attractivité. C'est venu d'où? Très rapidement, on l'a constaté chez tous nos adhérents. Vous savez, nous, on représente deux branches, les opérateurs de transport public urbain et les opérateurs ferroviaires, à la fois voyageurs et fret, et les gestionnaires d'infrastructures. Et tous nous ont dit on a des difficultés de recrutement. Ça, c'était partagé par tout le monde. Chacun a essayé de trouver des solutions dans son coin. Et on a tous pris conscience qu'il fallait qu'on se mette autour de la table, entre nous et aussi avec des centres de formation, des universités, pour trouver des solutions concrètes. D'abord, on a eu besoin d'objectiver. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu le soutien de l'État, déjà dans le cadre de France 2030, et on a fait 2 diagnostics. C'est important de bien voir au départ, d'objectiver les choses, les enjeux. On a fait 2 diagnostics, un sur le transport urbain, un sur le transport ferroviaire. Ce qui est ressorti, c'est les diagnostics de besoins en compétences, c'est qu'on a besoin d'ici 2030, c'est la bonne nouvelle, on est en croissance, de 106 000 recrutements. Ça, c'est les besoins en recrutement d'ici 2030, 68 000 dans le transport urbain, mais 38 000 dans le transport ferroviaire. Ça inclut bien sûr le fret. Et on voit qu'il y a presque la moitié qui concerne la conduite, mais ensuite vous avez beaucoup de familles de métiers. Et on reviendra sur le fait qu'il y a 8 familles de métiers qui sont concernées par le projet. Donc la bonne nouvelle, on est en croissance, on doit recruter. Et là où les diagnostics ont été utiles, c'est qu'on a vu qu'on avait un appareil de formation qui était siloté, qui était insuffisant, parce qu'on n'a pas assez de formation. Quand elles existent, parfois, elles ne sont pas fléchées suffisamment. Et puis on a des zones blanches sur les territoires. Donc on voyait qu'il y avait un vrai souci. Et en plus, les diagnostics nous ont permis d'anticiper les compétences de demain, puisqu'on en parlera aussi, notamment pour le côté industriel. On voit l'impact de la digitalisation, la double transition numérique, la transition écologique. Donc les emplois vont aussi changer. Et ça, les formations doivent aussi l'anticiper pour mieux former. Donc ce qu'on a fait avec Transformer, ça a duré des mois pour déposer le dossier, dans le cadre de France 2030. On a mis autour de la table un consortium. Donc vous avez 28 partenaires dans le consortium, les entreprises. Alors si on veut montrer le consortium, c'est la slide un peu plus loin. Comme ça, vous verrez très concrètement qui est autour de la table et qui va bosser pendant plus de 3 ans pour développer ces outils de formation. C'est encore après. C'est après. Voilà. C'était avant. Mais du coup, voilà. Et là, en fait, vous verrez qu'on a à la fois des fédérations. Alors, ce qui a été important, c'est que ce n'est pas seulement l'UTPF avec nos 2 branches, urbain et ferroviaire. On a aussi proposé à la FNTV pour les autocaristes, donc le transport interurbain, de rejoindre le consortium. Et puis, vous avez les entreprises. Vous reconnaissez le groupe SNCF, SNCF Réseau, Voyageurs, des acteurs du fret. Et je tiens à remercier notamment Objectif OFP parce qu'ils ont été super actifs avec nous sur la préparation. Vous avez Objectif OFP, DB Cargo France, vous avez Captrain. Et puis dans l'urbain, vous reconnaissez Keolis, Transdev, RATP, RTM, c'est l'opérateur de Marseille. Donc vous avez des entreprises. Et de l'autre côté, on a mis des écoles. Mais ça va du CFA jusqu'aux universités. Donc vous aurez le CNAM, vous aurez le CESI, mais vous avez des CFA, vous avez des lycées professionnels. Parce que c'est toute une étendue, une gamme de formations qu'il faut soit améliorer, soit créer et mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à côté des 28, alors on a aussi l'OPCO, c'est toujours un partenaire qui est important dans le consortium, et à côté, on a 6 régions pilotes. Parce qu'aujourd'hui, des compétences en matière d'orientation, de formation, c'est essentiel d'avoir les régions. Donc on a 6 régions qui vont être pilotes, qui vont nous aider à pouvoir déployer aussi sur le territoire les outils qu'on va mettre en place. Et donc pendant ces 3 années, 40 mois pour être exact, on va pouvoir mettre en place 90 actions. Et on va le faire grâce au soutien de l'État. Il faut rendre à César ce qui est à César. L'État nous donne 8 millions d'euros. Ce n'est pas négligeable en ces temps où sur le PLF, on voit qu'on se bat pour toutes les enveloppes. Donc on a sécurisé un soutien de 8 millions d'euros de l'État dans le cadre de France 2030. Au total, c'est un projet à 12 millions, puisqu'il y a une contribution des membres du consortium. Et dans les 90 actions, vous allez avoir 20 actions très spécifiques sur l'attractivité et 70 vraiment sur la formation. Alors là, c'est la slide d'avant, puisque c'est là où vous allez voir, en fait, la bleue, les mots qui sont clés pour nous. Toutes ces 90 actions, en fait, elles visent à quoi? À être plus attractifs. Il faut susciter des vocations chez les jeunes, et pas que chez les jeunes, puisqu'on a des secondes parties de carrière, donc il ne faut pas uniquement penser aux jeunes. Mais là, on va avoir tout un ensemble de choses assez innovantes, puisqu'on s'est rendu compte d'une chose sur l'attractivité. Quand vous avez des acteurs
très importants comme les conseillers d'orientation, pour ce qui est du lien avec les régions, ou France Travail, par exemple, des conseillers chez France Travail, qui sont censés aider des gens à trouver leur voie. En fait, très très peu connaissent nos métiers. Donc on se disait, comment est-ce qu'ils vont pouvoir orienter et guider vers nos métiers si eux-mêmes n'ont pas eu cette acculturation, cette connaissance de l'ensemble des métiers dans le secteur urbain ou dans le secteur ferroviaire, y compris du fret. Donc il y a tout un travail qu'on va mettre en place, il y aura des campagnes de pub, il y aura même un partenariat avec un manuel scolaire, parce qu'on se rend compte que très jeunes, si on veut que des jeunes deviennent un jour conducteurs de train de fret, il faut déjà très jeunes les intéresser au métier. Et donc là, on travaille avec un éditeur pour que, par exemple, on ait des exercices de mathématiques qui soient faits très jeunes, où ils vont pouvoir calculer les baisses d'émissions si vous prenez un train de marchandises plutôt que tant de camions, etc. Donc c'est par le côté ludique aussi qu'on y arrivera. Donc un gros focus sur l'attractivité et former et fidéliser, parce que ce n'est pas le tout après de pouvoir les former, il faut aussi garder les gens. Donc la formation initiale, c'est là où on va développer beaucoup de dispositifs, soit création totalement nouvelle, comme je vous dis, ça va du CAP au Bac+5, mais soit on va créer des choses nouvelles, soit alors on s'est rendu compte qu'il existait déjà des choses, mais il faut les colorer, ce qu'on appelle dans le jargon. C'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui un diplôme ou un titre pour pouvoir conduire un véhicule lourd, c'était très orienté sur le camion. Et en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de donner envie, de dire, vous pouvez aussi aller vers des bus ou vers des autocars. Donc là, c'est pas révolutionner la chose, mais c'est pouvoir colorer et adapter un peu différemment. Parfois, il faut déployer des formations intéressantes, mais qui n'étaient pas assez déployées sur les territoires. Donc il va y avoir vraiment une gamme d'actions très différentes en matière de formation initiale. Ce qui sera intéressant pour le fret, c'est qu'on va créer un titre. Donc ça va être certifiant. Un titre conducteur fret. Donc ça, on a toute une liste, comme ça on pourra après vous les donner, de tout ce qui va pouvoir être développé en matière de formation initiale. Et puis la formation continue, c'est l'idée de pouvoir créer des parcours, parce que c'est comme ça qu'on rend aussi attractif un secteur, c'est de donner une perspective d'évolution au sein d'un secteur. Donc on va aussi beaucoup travailler sur ces questions de fidélisation. Je finis juste en disant qu'on met aussi en place, et ça c'est important pour nous, puisque là je vous ai dit, c'est un projet où vous allez avoir les opérateurs, à la fois transport urbain, transport ferroviaire, gestionnaire d'infrastructures et interurbain avec les autocars. Mais c'est très important aussi pour nous de ne pas rester uniquement dans ce monde des opérateurs ou des gestionnaires d'infrastructures, mais de créer des liens avec tout notre écosystème. Donc on va mettre en place, dans le cadre de Transformer, un comité consultatif avec tous les acteurs importants de l'écosystème. Et donc j'en parlais avant avec Igor et avec Solène. Bien entendu, on va proposer à la FIF, à l'AFRA et au SETVF de rejoindre ce comité consultatif qu'on réunira au moins 2 fois par an, voilà, pour diffuser au maximum l'information et pouvoir avoir aussi des retours sur ce qui est en train d'être mis en place dans ce projet. Merci beaucoup Jean-Philippe, c'est très clair cette mise en ordre un peu de la formation pour ces 2 filières, alors qui se sont réunies au sein de l'UTPF, la filière du transport public et la filière du ferroviaire, même si elles se recoupent largement. Et le mot filière est un mot-clé, je crois que ce sera un peu le fil rouge de cette table ronde. Et je voudrais demander à Igor Bilimov pour la FIF, cette je ne vais pas dire la sous-filière du ferroviaire, mais en tout cas cette filière ferroviaire. J'entendais 38 000 emplois à pourvoir d'ici 2030. Et puis quand on s'est parlé au téléphone, Igor, tu me disais 60% des salariés sont à remplacer entre 2024 et 2030. Alors les besoins sont énormes. Comment la filière va s'organiser avec l'UTPF, mais aussi de façon autonome, pour répondre à ces défis assez considérables? Bonjour à toutes et à tous et merci. Non, nous ne sommes pas une sous-filière. Je suis très étonné que ces mots viennent dans ta bouche, toi, le grand connaisseur du ferroviaire. C'était une petite plaisanterie, Igor. Voilà, mais donc, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par des remerciements aux organisateurs. Je vais remercier François, je vais remercier André et sans oublier évidemment Magali, parce que cette table ronde, on réunit quand même une diversité très intéressante de métiers et une diversité de pratiques et de besoins. Et je me rappelle que l'année dernière, nous avions également fait une table ronde. J'étais d'ailleurs assis à côté de Florence Sojo.
Et il en est résulté quelque chose, puisque dans ce quelque chose, les études qui ont conduit après à Transformer, l'UTP, qui était encore l'UTP à l'époque, donc je n'ai pas 50 centimes à mettre pour l'UTPF, l'UTP a directement noué des dialogues avec nous pour certains types d'emplois, et pour que, au moins, même si les périmètres n'étaient pas les mêmes, on soit à la fois informé et mieux coordonné des actions qui seraient nécessaires à notre filière. Et ça, c'est effectivement le mot qui sera peut-être le fil conducteur, parce qu'ici, cette table ronde, mais on le verra aussi avec d'autres enceintes et d'autres métiers, on a toujours un point d'accroche et on a une vision globale à avoir. Et malheureusement pour nous, cette vision globale, elle est compliquée par tout un nombre de facteurs, et notamment les codes d'activité. Alors, je ne vais pas regarder trop mes notes, mais là, j'en ai besoin un peu. Mais si nous regardons les métiers industriels du ferroviaire, pour l'instant, ils sont répertoriés, certains d'entre vous le connaissent par cœur, sur le 30-20Z sur la construction de matériel roulant, le 42-12 sur la construction de voies ferrées. Mais en même temps, nous appartenons à la branche de la métallurgie pour ce qui est de l'emploi, de la formation et des conventions collectives. Et donc, il était nécessaire de rajouter d'autres métiers qu'on retrouve naturellement dans notre famille industrielle, qui sont le 42-22 sur les réseaux électriques et le 33-17 sur la maintenance industrielle. Et d'ailleurs, si on dit un mot de la maintenance industrielle, c'est là où on fait une boucle entre nous, c'est que la maintenance industrielle à l'UTPF est évidemment conduite par les grands opérateurs, qui sont aussi en France les premiers mainteneurs, la SNCF, la RATP, mais au sein de la FIF, nous avons bien évidemment les industriels et des mainteneurs existants et des mainteneurs en puissance. Et tout ça sous la bannière de métiers industriels qui, eux, sont à l'UIMM. Donc l'UTP s'est rapproché de la métallurgie pour prendre les CQP, les certificats de qualification professionnelle, pour pouvoir bien identifier les métiers de l'industrie par rapport à ceux qui existent dans l'univers de l'UTP, c'est-à-dire pas seulement la partie ferroviaire, mais aussi la partie bus et maintenant autocar. Donc ce regroupement, c'est une bénédiction. Attention malheureusement à ce cloisonnement qui a été opéré, parce que derrière nous avons 3 problèmes. Le premier problème, c'est le problème du financement. Donc, quand nous avons une initiative, il se trouve que l'année dernière, je venais pour présenter l'EDEC qui venait d'être signé en novembre par la ministre. L'UTP avait également fait un EDEC. Nos OPCO, donc les organismes collecteurs et financeurs des opérations de formation et d'emploi, sont tous dans leur couloir et dans leur silo. Et d'ailleurs, l'EDEC a un petit addendum en dessous en disant que ça concerne le périmètre des entreprises ressortissantes de notre convention collective. Voilà, fort heureusement, le premier défi, on l'a tous ici, c'est de se parler, c'est de trouver des moyens intéressants, voire parfois des voies un peu détournées pour arriver à notre fin, c'est-à-dire d'essayer d'avoir les volumes suffisants en matière d'emploi, de formation, la visibilité suffisante et la bonne analyse pour pouvoir anticiper les métiers. Alors je vais accélérer maintenant grâce à toi, parce qu'on va retrouver dans cette présentation de l'EDEC et notamment sa première action qui a démarré, qui consistait à faire une cartographie assez précise et de recenser 70 métiers qui font l'objet de fiches, et avec un gros travail qui est effectué par un cabinet de consultants. Le périmètre de cette étude, elle touche sur les 3 segments de nos métiers qu'on retrouve à la FIF. Nous avons les infrastructures, le matériel roulant, la signalisation. Vous me direz, le fret dans tout ça. Le fret, il est sous-jacent à toutes nos activités aussi. C'est un des produits développés par nos industriels. Donc ne nous voyez pas comme les chargeurs qui sont exprimés auparavant, mais plus comme celui qui va, Patrick Jeantet l'a rappelé dans sa vidéo tout à l'heure, apporter les moyens, que ce soit par de la modernisation du réseau ou par les matériels, à concourir au fret. Mais également donc, sur la formation et les besoins du fret du futur. Donc voilà, les 3 activités principales. Alors, pour poursuivre 2 exemples des projections dont on parlait tout à l'heure. C'est quand même un défi majeur et un peu inédit dans notre filière. Depuis 2018, on constate une hausse croissante des besoins. Alors, ils ne sont que, je dirais, de 10% de hausse pour les constructeurs de matériel roulant, 44% pour les métiers liés à la voirie et aux infrastructures. C'est quand même gigantesque. Et le chiffre que tu donnais tout à l'heure en introduction, on le voit sur cette slide, un salarié sur 2 va être renouvelé ou devra être renouvelé d'ici 2030. Le turnover, vous voyez le chiffre, 4,7 turnover par an. Donc on a évidemment un défi, là aussi dans les différentes classifications des métiers. La famille
rechercher, concevoir, produire, réaliser, installer, maintenir. Donc on a vraiment un besoin énorme avec une tension sur certains métiers, et ce sont précisément ceux que nous sommes en train de répertorier et de cartographier pour y accorder à la fois les financements, mais aussi les moyens humains qui permettront de franchir le cap. Vous voyez d'ailleurs dans le bandeau du dessous, on a essayé par différentes familles de mieux identifier ces besoins et cette trajectoire de financement. Le deuxième exemple, à la slide suivante, c'est la construction de voies ferrées. Pardon, c'est juste... Du coup, c'était parfait, vous étiez sur la bonne slide. Construction de voies ferrées de surface et souterrain. Là, on est à 60% de renouvellement, y compris les départs à la retraite. Alors vous me direz, dans tout ça, comme nous-mêmes, nous sommes des industriels, on est lié aux commandes, on est lié au marché, on est lié au volume. Donc on a besoin pour ça, et c'est le deuxième défi, le deuxième message qu'on passe aujourd'hui, c'est la visibilité et l'anticipation. Le besoin que Mathieu Chabanel a exprimé sur le réseau, que vous avez exprimé au niveau des contrats de performance, mais vous, en tant que chargeur aussi, la prédictibilité pour le transport du fret, on le retrouve de la même manière pour anticiper les besoins humains, que ce soit en volume ou en qualité. Voilà, je vais accélérer peut-être parce qu'on pourrait revenir dessus en détail, et on va se concentrer peut-être sur la slide d'après, parce qu'on dit que le principal métier en tension, c'est celui qu'on ne connaît pas encore. Moi, j'aime beaucoup cette formule parce que c'est maintenant qu'il faut décider et trouver les bonnes compétences. Alors, nous avons dans la slide d'avant, je suis désolé pour ce petit retour en arrière, qu'on s'y attache, même si Jean-Philippe en a parlé tout à l'heure dans le cadre de Transformer, parce que là, on est vraiment dans le cadre de Transformer. On a une évolution de nos métiers. On est impacté, comme beaucoup de métiers actuellement, on l'a dit, on l'a rappelé, par le digital, mais la transition écologique de la même manière. Que ce soit sur l'éco-conception, que ce soit sur l'électrification, qui est vraiment la force de notre secteur, ou l'adaptation au changement climatique, qui est le grand driver du gouvernement actuellement, on a des arguments à poser, et notamment d'attractivité, on le verra dans la dernière partie, sur les candidats à notre filière. Les facteurs liés à l'environnement du marché et notamment tout ce qui était lié à la sécurité, à la mobilité et au confort de la mobilité. On voit tous les facteurs technologiques. Alors ceux-là, je ne vais pas les détailler, vous les connaissez aussi bien que moi, sur la digitalisation et la cybersécurité, l'automatisation et l'intelligence artificielle. Donc derrière ces familles identifiées, je vais vous donner juste un exemple, parce que le rapport fait 50 pages, on détaille chacun de ces items. Mais si je prends un seul exemple, celui de l'industrie 4.0, il y aura évidemment des besoins nouveaux. On parle de la fabrication additive. Maintenant, la 3D, elle est déjà dans nos usines. Les adhérents de la FIF, certains, utilisent déjà la production en 3D. Et donc, ça se concrétise immédiatement par un besoin, un appel d'air en termes de formation et de compétences du futur. Donc voilà un peu comment seront éditées ces fiches, avec les délais, les dynamiques métiers, l'évolution des compétences. Donc ce travail de recensement continue, et il donnera lieu derrière à l'axe 2 de l'EDEC, c'est-à-dire les formations. Si je passe maintenant après, alors c'est peut-être même la dernière slide, mais en tout cas le troisième message que je voulais passer aujourd'hui, c'est le message de la compétition. Quand on voit les métiers du futur, c'est-à-dire la slide, la jolie slide avec le camembert, ce n'est pas uniquement une caractéristique de la mobilité ou du ferroviaire. Ça nous place de rang avec toutes les préoccupations des autres filières. Et déjà, on était concurrencé pour les métiers d'ingénieur qui faisaient cruellement défaut à notre filière, puisqu'on a un besoin de recrutement annuel qui n'est pas pourvu. On va être encore plus en compétition avec les autres filières. Donc l'industrie, mais aussi des filières de services qui eux-mêmes utiliseront ces différentes transformations pour se mettre en avant. Donc la compétition, elle nécessite encore plus qu'on se regroupe, qu'on se rassemble. C'était aussi le premier message. Il faut qu'on soit pertinent. Et derrière cette initiative, l'EDEC de la FIF, du ferroviaire, de l'industrie ferroviaire, va proposer en complément de ce qu'on a vu avec Transformer, une plateforme numérique qui va avoir pour but de donner de la visibilité, dont on parlait tout à l'heure, et surtout de permettre d'établir ces liens directs en mettant dans la plateforme les parcours de formation, ce qui est très important pour un jeune qui démarre dans la vie, mais aussi
tu l'as rappelé pour ceux qui sont en situation déjà professionnelle, donc une plateforme qui est en cours d'élaboration et qui permettra d'avoir ce parcours virtuel, à défaut d'avoir une académie du ferroviaire qui existait peut-être dans d'autres pays ou d'autres temps, mais on l'aura peut-être sous format numérique et sous format web. C'est une ambition pour notre secteur. Et on retrouve, pour terminer, cette ambition portée au niveau européen, puisqu'il y avait un programme qui était un Blueprint on Skills, qui est devenu plus tard le programme Staffaire, qui s'est achevé, mais qui est en train d'essayer de trouver une nouvelle vie avec une alliance des experts, une Skills Alliance, qui va bientôt trouver peut-être ce rebond, cet écho qu'on attend tous, et qui nous permettra de trouver les compétences dont on a besoin pour le futur dans tous les compartiments et tous les segments de nos métiers. Et ça va faire un lien idéal avec Philippe Rocher et le SETVF, puisque nous travaillons ensemble à un groupe dédié d'attractivité, d'emploi, de formation pour tout ce qui touche au réseau et à l'infrastructure. Merci beaucoup Igor. Donc on vient de voir successivement les efforts des filières avec l'UTPF, avec la FIF, et on va voir maintenant successivement avec Philippe et avec Solène comment les différents acteurs s'inscrivent dans cette dynamique, parce qu'il y a des besoins au plus proche des activités ferroviaires, puisque tu as de toi-même fait la transition. J'ai demandé à Philippe, et c'était bienvenu, de voir comment les entrepreneurs de voies ferrées s'inscrivent dans cette dynamique, quels sont les besoins particuliers, qu'est-ce qu'il faut faire pour que finalement, Mathieu Chabanel parlait tout à l'heure de l'ampleur des travaux à réaliser pour que effectivement il y ait les recrutements nécessaires et les moyens nécessaires à cette ambition ferroviaire collective. Ok, merci Gilles. Déjà, je suis très heureux aussi d'être parmi vous et je vous remercie de l'invitation. Je crois que c'est une belle journée autour du ferroviaire. Je vais pas me limiter exclusivement au fret, vous m'en excuserez, mais déjà, le syndicat des entrepreneurs de travaux de voies ferrées, c'est quoi? C'est à peu près 56 entreprises qui sont adhérentes. Notre secteur, c'est un peu plus de 60 sociétés, 17 000 emplois environ, pour 1,8 milliard, 1,9 milliard de chiffre d'affaires en France chaque année pour donc régénérer les voies. Les métiers qui se rapportent aux vôtres, on est quand même sur tout le produit train, nous aussi. Alors on fait du fret, on a quand même 10 entreprises ferroviaires à peu près dans notre secteur, qui sont quand même très orientés travaux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on achemine nos matériels et on achemine aussi de temps en temps des marchandises pour les travaux, donc des traverses, des rails, pour réaliser ces travaux. Mais c'est quand même à peu près entre 4-5% des sillons, qui sont quasiment à 100% que des SDM, des sillons de dernière minute. Donc c'est très compliqué à gérer avec notre client, qui du coup est SNCF Réseau, ou plutôt notre fournisseur, du coup, dans ce cas-là. Et donc dans ces métiers-là, alors on a à peu près une cinquantaine de métiers dans nos travaux, mais on a à peu près une dizaine de métiers qui concernent le fret, notamment la conduite des trains, les agents d'accompagnement, tous les métiers au sol, mais également des métiers moins connus dans les centres opérationnels pour justement demander ces sillons, organiser la logistique, organiser les trajets. Voilà. Donc c'est aussi un métier, des métiers qu'on connaît et qui sont proches du fret et qui se rattachent. Donc ça, c'est un petit peu pour voir le périmètre. Dans la démarche qu'on mène actuellement, on s'est posé la question il y a quelques temps et on s'est dit, mais ce que disait Igor d'ailleurs, on va chacun notre tour, on essaye d'aller voir les ministres, on va voir des donneurs d'ordre, on va voir SNCF, et finalement on se rend compte qu'on a à peu près tous le même objectif, c'est développer le ferroviaire. Transport décarboné, moyen d'avenir. Mais comment faire pour être plus efficace, pour être plus efficient dans l'avenir et faire attirer, parce que c'est le sujet du jour, attirer vers nous les jeunes, vers cette filière et peut-être arrêter de penser chacun à nos petits métiers, mais penser plus large, plus filière, justement. Et dans un premier temps, si on veut être efficace, il ne faut pas qu'on voit trop large non plus. Donc nous, on s'est dit, on va se limiter à l'infrastructure dans un premier temps. Et donc on a discuté avec Mathieu Chabanel de SNCF Réseau, mais également avec la RATP, et puis donc avec la FIF, le Syntec, le CERS, de façon à se dire, peut-être que nous, au sein du sujet de l'infrastructure, on pourrait peut-être développer quelque chose, une démarche de filière, et puis peut-être plus tard élargir
à toute la filière ferroviaire, dans laquelle évidemment viendront SNCF Mobilité, Gare et Connexion, l'UTPF et puis tous les gens qui sont intéressés par le secteur. Et donc depuis 1 an et demi, on travaille sur plusieurs groupes de travail. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le groupe de travail attractivité. Et on est en train d'avancer à pas lent, mais à pas rapide quand même. Et aujourd'hui, on a déjà développé une démarche de nomination de correspondants dans les régions. On a sélectionné 12 régions actuellement. Dans ces 12 régions, on a nommé donc des ambassadeurs qui ont pour mission eux-mêmes de retrouver d'autres ambassadeurs de façon à en avoir à peu près 200 à 300. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'aller dans les collèges, d'aller dans les lycées, d'aller voir aussi les étudiants, d'aller dans les facs et de vendre le ferroviaire. On a une image aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Le ferroviaire, pour les jeunes, c'est la SNCF, en fait. Et quand vous parlez d'un train, et alors en plus, je ne sais pas s'il y a des gens de la SNCF ici, certainement oui, dans le système de communication de la SNCF, quand vous regardez des reportages sur des travaux, on ne cite jamais les entreprises, on ne cite jamais les autres opérateurs. Donc il y a une image qui est limitée à la SNCF, qui est plutôt positive, je pense, ces derniers temps, mais qui est quand même un petit peu trop limitative. Et l'idée, c'est d'élargir tout ça de façon à ce que nos jeunes sachent qu'il y a des entreprises, qu'il y a des entreprises industrielles, qu'il y a des entreprises de travaux, qu'il y a d'autres opérateurs qui sont sur ce réseau et qui travaillent tous ensemble à construire donc, ce réseau et à le régénérer. Donc on a mis au point ce système d'ambassadeurs. On travaille avec un kit de communication qu'on fournit à ces ambassadeurs. Et puis, donc, on essaye de porter cette bonne parole. Et donc, on peut remercier SNCF Réseau et les RATP sur le domaine parce qu'ils sont avec nous dans ce domaine-là pour avancer. On a très récemment fait un webinaire à l'intention des correspondants, des responsables d'orientation dans les lycées. On a diffusé sur 300 lycées, à peu près 300 lycées et collèges. On a eu quand même 60 conseillers d'orientation présents à ce webinaire qui ont découvert les métiers du ferroviaire. Alors, les métiers en tension, qui sont principalement des conducteurs de locaux, des agents d'accompagnement, mais également des régulateurs sous station. Ça parle moins, c'est moins dans vos métiers, mais ça participe quand même à faire circuler les trains. Des chefs de chantier, des chefs de machine. Et ils ont été très intéressés par cette communication qu'on leur a faite. Et ils ont découvert effectivement qu'il y avait des entreprises privées, des opérateurs autres que la SNCF. Et voilà, donc on avance sur cette filière. Moi, j'y crois énormément, de pouvoir lancer un véritable organisme autour de l'infrastructure dans un premier temps. On verra comment on élargit plus tard. Et de sorte vraiment à faire connaître nos métiers, à attirer ces jeunes. Et je crois que vous l'avez dit également. Et puis surtout, derrière, de les fidéliser. Deuxième travail important, c'est sur la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, on a des métiers qui sont quand même pas simples, qui sont assez durs. On est loin de chez soi, on rentre pas le week-end, ou on rentre de temps en temps, mais pas tous les week-ends. On travaille exclusivement ces derniers temps en région parisienne que sur des grands week-ends, donc c'est un petit peu compliqué. Donc on travaille aussi à comment on va améliorer la qualité de vie au travail de tous nos salariés. Voilà, donc c'est une vraie démarche de filière, et je pense qu'il y a de l'avenir. Merci beaucoup Philippe. Donc l'histoire que vous racontez tous les trois, c'est cette démarche de filière, elle acte de fait qu'il n'y a plus de, je ne vais pas dire monopole, mais en tout cas de domination aussi forte qu'avant de la SNCF sur l'ensemble des cycles de formation, et que tout ça est ouvert, évidemment pour le fret depuis 2006, mais c'est en train de se répandre aussi sur le voyageur. Et je voulais justement demander à Solène, du point de vue des opérateurs alternatifs, comment ils s'inscrivent dans cette nouvelle dynamique qui est plus partenariale, qui est plus ouverte par rapport à une époque pas si lointaine où finalement Philippe actait le fait que tout ça était un peu, entre guillemets, confisqué par la puissance du groupe SNCF. Aujourd'hui, tout ça est en train de s'organiser autour de filières et d'une multiplicité d'acteurs. Donc comment l'AFRA voit ce mouvement-là et comment elle compte en profiter d'une certaine façon? Je voudrais déjà revenir sur le besoin, justement dès le besoin croissant qui doit être anticipé et qui s'explique par deux facteurs, dont l'un est justement l'ouverture à la concurrence, et notamment l'ouverture à la concurrence voyageur, qui va dynamiser le marché, créer de nouveaux besoins.
Le deuxième, c'est le doublement de la part modale du fret ferroviaire aussi, hein, et ça, c'est évidemment des très bonnes nouvelles, ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure. C'est des bonnes nouvelles pour la planète, pour l'emploi, mais c'est un gros challenge, évidemment, pour la profession. Et c'est un gros challenge qui est amplifié, évidemment, par d'autres facteurs, amplifiés par des facteurs qui sont plutôt des facteurs exogènes. On a une pyramide des âges qui est vieillissante, qui renforce les tensions qui étaient évoquées tout à l'heure sur certains métiers, des métiers aussi en concurrence avec d'autres secteurs. Renforcer la difficulté et ce challenge par des facteurs endogènes. Et c'est là que justement on arrive à l'offre de formation qui est insuffisante dans un secteur qui était et qui reste encore aujourd'hui mal outillé, en dépit justement de toutes ces initiatives. On n'y est pas encore aujourd'hui, donc ça c'est le challenge. Et le troisième, que je ne sais pas classer entre exogène, endogène, finalement, c'est la méconnaissance, qui est abordée aussi par Philippe, la méconnaissance de ces métiers. Voilà, de quoi est-ce que ça vient, je ne sais pas très bien. Donc évidemment, toutes les initiatives, tout ça, c'est très bienvenu, c'est très fort. J'entendais tout à l'heure, je crois, Yves Gaur qui parlait justement finalement de volume. Il ne s'agit pas uniquement justement d'absorber les volumes qui sont issus de tout ça. Et il y a aussi un enjeu de la transformation, et c'est ce que Gilles disait, l'enjeu de transformation du cadre dans lequel la formation et le ferroviaire s'inscrit. Donc effectivement, pendant plus de 70 ans, on avait ce monopole. Et pour le ferroviaire, le SNCF réglait et s'occupait des sujets de formation notamment. Donc aujourd'hui, effectivement, on parlait beaucoup de filière. Ça devient justement un enjeu de filière. C'est un enjeu de filière et c'est plus un enjeu d'une entreprise. Pour les enjeux, je prendrais peut-être pas les enjeux secondaires, mais les autres enjeux je prendrais peut-être deux exemples. Le premier, c'est qu'il faut permettre aujourd'hui d'intégrer justement les différentes composantes de la filière. Il faut aussi, en lien notamment avec l'attractivité, la connaissance, attirer puis conserver les talents dans le ferroviaire, tant qu'à faire, surtout pour ceux qui sont justement en concurrence. Et donc, on peut imaginer, et effectivement, je pense que les passerelles sont importantes, entre l'industrie, l'exploitation, les travaux. Ça concerne différents types d'emplois, notamment les ingénieurs, évidemment. Donc ça, c'était peut-être un premier exemple. Le deuxième, c'est que finalement, cette transformation, elle doit permettre notamment aussi de gagner en indépendance par rapport aux groupes historiques. Et là, je prendrais peut-être l'exemple qui parlera à beaucoup. Évidemment, les opérateurs alternatifs, ils ont développé des expertises. Ils sont armés, ils ont développé de véritables expertises. En revanche, il y a certaines compétences qui restent aujourd'hui uniquement existantes au sein du groupe SNCF et qui sont incontournables. Lesquelles, par exemple ? Alors, je pense aux compétences qu'on peut retrouver au CIM, dans le Centre d'ingénierie du matériel. Et ça, je crois que c'est une des pistes, nous, qu'on a identifiées notamment, mais c'est peut-être le thème d'une autre table ronde de la journée, sur le matériel cet après-midi, tout ce qui concerne l'augmentation des délais, éventuellement le renchérissement des coûts, la complexité, la bonne mise en musique finalement de l'ensemble du système. Aujourd'hui, pour homologuer, on passe quasiment incontournablement directement ou indirectement, par des validations par le Centre d'ingénierie du matériel qui est chez SNCF Voyageurs. Voilà, donc ça c'est typiquement un exemple dans lequel tous les enjeux de transformation auxquels la branche, la filière est confrontée aujourd'hui sont finalement un levier et doivent permettre une amélioration du système là où on en trouve certaines limites aujourd'hui. Et peut-être parce que c'est important aussi, et Philippe l'a déjà mentionné, finalement en amont de toutes les questions de formation,
il y a celle de l'attractivité et aussi de la connaissance des métiers. Il y a l'attractivité de la filière, la connaissance de ces métiers. Effectivement, quand on pense train, on pense à SNCF. En réalité, quand on pense train, on pense voyageurs. C'est ce qu'on se voit. Le grand public ne sait pas vraiment ce que c'est que le fret. Le fret ferroviaire, il n'est pas très visible. Il circule souvent la nuit. Il passe pas forcément, et on ne le voit pas forcément dans les gares de voyageurs. Quand on en voit, c'est pas forcément très attractif. Ça peut être des locomotives un peu rouillées, un peu sales qu'on voit comme ça. Et pour les métiers, quand on pense métier du ferroviaire, on pense conducteur de TGV, j'imagine. Mais au-delà de ça, je ne sais pas si tous les autres métiers qui sont horaristes ou tout un tas de métiers ou des métiers plus d'ingénieurs aussi, dans lesquels il y a des innovations qui sont capables d'être très attractifs en soi, sont finalement assez peu connus. Et évidemment, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps, parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur l'attractivité. Mais justement, c'est un thème que vous avez évoqué tous les quatre, la connaissance, l'attractivité des métiers ferroviaires, qui est souvent un peu phagocytée par l'image du conducteur et les besoins en recrutement d'ailleurs, puisqu'il y a quand même eu beaucoup de pénuries ces dernières années. Mais quand on interroge les jeunes, souvent ils envisagent difficilement de faire le même métier toute leur vie. Est-ce que c'est aussi dans vos projets que d'encourager l'évolution dans les métiers, d'un métier à l'autre, de façon à conserver les agents, enfin les salariés sur une durée plus longue et à leur permettre des évolutions de carrière? Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que vous travaillez? Je sais que dans des entreprises prises isolément, il y a des programmes pour essayer d'encourager ça, mais est-ce que d'un point de vue des filières, c'est quelque chose que vous privilégiez, Igor? Alors tout à fait, quand j'indiquais le projet de plateforme, une des ambitions, c'est bel et bien de rassembler les différentes formations existantes, les différents métiers, pour dresser peut-être un parcours de formation qu'on ignore, et avec les métiers du futur. Donc ce parcours de formation pourra exister au travers de différents métiers qui sont rassemblés ici, et pas uniquement localisés sur un endroit. Le rôle que jouait la SNCF. Il y a un terme qu'on n'a pas employé jusqu'à maintenant, mais qui est extrêmement important en termes de compétences de recherche, c'est la féminisation des emplois. L'égalité homme-femme, c'est un concept, c'est une cause parfois dans certains métiers, mais pour nous c'est une réalité, c'est un besoin. Quand on voit l'immensité des besoins du futur, notamment on parlait des ingénieurs, l'industrie elle-même se penche sur les femmes pour leur donner dès le plus jeune âge, ça rejoint ce que disait Philippe sur de la sensibilisation dans les écoles, leur donner l'envie d'attaquer ces métiers-là et derrière de pouvoir avoir ces parcours auxquels on ne pense pas. Et le dernier point, c'est l'innovation, si je peux me permettre sur cette partie. L'attractivité, elle est liée aussi à des choses qui vont faire rêver les jeunes générations. Donc on a parlé de la transition écologique et de toute la partie qui les concerne vraiment directement, mais aussi la partie innovation et la partie futuriste de nos métiers. Que d'autres digital, intelligence artificielle, digital, etc. Mais on parlait du train du futur, on a entendu parler de certains concepts de ce type. Les technologies qui sont de plus en plus développées par nos métiers n'ont rien à envier aux technologies utilisées dans l'aérospatial, dans l'aérien, dans l'automobile. Et pourtant, les jeunes n'ont absolument pas le réflexe de penser au ferroviaire. Déjà, on était concurrencé par les télécoms pendant une certaine période, des formations d'ingénieurs notamment. Il est temps aussi de montrer cet aspect de nos métiers. Jean-Philippe? Pour rebondir sur ta question, justement, dans le programme Transformer, un des 4 piliers, c'est la fidélisation. Et la fidélisation, elle passe énormément par le fait d'offrir des perspectives à long terme aux gens qui rejoignent nos entreprises. Et là, on a beaucoup parlé de conduite, par exemple, ou de maintenance. Dans Transformer, il y a 8 familles de métiers. Alors, elles sont sur les slides, hein. Et dans les 8 familles de métiers, il y a notamment les métiers autour des RH et les métiers autour des managers de proximité. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est des gens qui vont être très proches justement de vos salariés, et on doit aussi former ces personnes intermédiaires pour ensuite aider à construire des parcours au sein des entreprises ou entre entreprises de la filière, d'où l'intérêt d'avoir
des titres, des certifications aussi pour aider à faire évoluer les gens sur un parcours. Donc maintenant, on raisonne vraiment en parcours. On peut passer de conducteur à mainteneur. Il y a plein d'exemples dans les entreprises. Et ça, il faut justement aider aussi cette approche parcours. Et sur l'attractivité, on n'avait pas attendu Transformer pour lancer les actions d'attractivité. On a déjà, vous pouvez aller voir sur Internet, la campagne Futur en train, pour les trains du futur. Donc là, c'est Futur en train qu'on a mis en place, qui va rester un pilier important, mais qu'on va compléter énormément, qui est un pilotage avec beaucoup d'opérateurs historiques et nouveaux entrants. Et là, on a déjà fait beaucoup de salons, on a déjà fait beaucoup de plaquettes sur les métiers, mais ce n'était pas assez. Et on va aller beaucoup plus loin, justement, grâce au soutien public dans le cadre de Transformer. C'est vrai que l'évolution de l'organisation du ferroviaire, notamment avec la concurrence et l'émergence de plein de sociétés dédiées, pour reprendre le vocable pris à l'intérieur du groupe SNCF, de SNCF Voyageurs, induit de nouveaux métiers de responsabilité, de manager, etc. Un mot de conclusion, Philippe Solène, sur ces évolutions. Il n'y a pas que la formation première, il y a toute cette formation continue, l'évolution des carrières, des parcours. Oui, comme l'a dit Igor, nous déjà, rien que dans nos métiers, c'est 6 à 7 000 emplois à pourvoir dans les 4-5 ans, donc c'est pas rien. Et alors pour revenir sur la féminisation, moi j'y tiens absolument parce que et ça vient pas de nos entreprises. Moi je crois qu'il faut que l'éducation de nos enfants, il faut qu'on change un petit peu cette vision-là. Aujourd'hui, en gros, il y a des métiers pour les filles, des métiers pour les garçons. Il faut arrêter. Il faut qu'on s'ouvre l'esprit un petit peu et que nos ingénieurs de demain soient des femmes, majoritairement. En plus, bien souvent, elles sont bien plus performantes que les hommes, me permet de le dire, tout de même, et parce qu'elles sont peut-être investies d'une mission. Et donc, changeons un petit peu cette culture, démarrons au niveau de l'école, expliquons à nos jeunes enfants, à nos jeunes filles, qu'elles sont capables d'entrer dans ces métiers, que ce soit dans les travaux publics ou que ce soit dans le ferroviaire. Évidemment qu'il y a la place pour ces femmes. Et puis... Pour conclure, effectivement, au niveau de l'attractivité, il faut qu'on arrête d'être égoïste. C'est-à-dire que nos collaborateurs ne sont pas chez nous à vie. On a expliqué il y a 10, 15, 20 ans avec le chômage, on a expliqué aux jeunes que malheureusement, de temps en temps, il fallait qu'ils retournent au chômage et qu'ils retrouvent un autre emploi. Aujourd'hui, c'est eux qui ont la main, en fin de compte. Et ceux qui ont la main de choisir, faisons en sorte que dans la filière ferroviaire, on offre tout un parcours qui n'est pas obligatoirement dans la même société, qui n'est pas obligatoirement exactement dans la même branche, mais au moins qu'on les garde dans la filière et que l'attractivité qu'on crée, elle ne soit pas que réseau, elle ne soit pas que RATP, ou que SGP, ou que FIF, ou que Alstom, mais qu'elle soit sur cet ensemble de filières et qu'effectivement on ne soit pas égoïste et qu'on laisse vivre ces carrières au sein de notre filière. Avec une nécessité d'harmonisation sociale pour ne lever les freins éventuels à la mobilité d'un métier à l'autre. Il ne s'agit pas de faire du mercato, on est d'accord, mais c'est s'ouvrir l'esprit. Rassurer les salariés dans leur volonté de changer de poste. Solène ? Sur le sujet de l'attractivité, justement le fait qu'il y ait différentes structures, que ce soit différentes filières ou même différents opérateurs, ça permet que chacun puisse aussi trouver ce qu'il recherche. C'est des cultures d'entreprise qui peuvent être différentes. C'est pour certains la recherche de davantage de proximité, de structures à taille humaine qui peuvent créer des opportunités pour prendre davantage de responsabilités, offrir peut-être davantage de polyvalence, ce qui est aussi motivant pour les salariés. C'est tout un c'est toute une richesse et effectivement bénéfique à tous évidemment. Mais si on peut conserver les talents dans la filière ferroviaire, je pense qu'on sera tous contents. Merci beaucoup. Philippe expliquait tout à l'heure qu'il y avait nécessité d'être ambassadeur, notamment dans les collèges, les lycées. Alors peut-être que vous avez besoin d'ambassadeurs. Alors peut-être que dans la salle, il y a des candidats. En tout cas, j'imagine que vous allez sur place. Moi, je l'ai fait à de nombreuses reprises. C'est souvent très passionnant que d'être en contact avec... je le faisais pour mon métier de journaliste, mais c'est souvent très, très intéressant. Et j'imagine que vous cherchez des bonnes volontés pour répondre aux demandes des établissements scolaires de venir s'adresser lors des fameuses journées portes ouvertes ou portes formation des établissements pour s'adresser aux jeunes qui cherchent une voie. Je crois qu'on peut remercier ces 4 intervenants sur un sujet qui n'est
qui n'est pas simple, mais qui, je pense, touche absolument tout le monde. Merci à vous tous les quatre. Et alors, j'ai une consigne. Il faut dire aux personnes en distanciel que l'aide ferroviaire dédiée à cette journée est déjà en ligne. Donc voilà, je m'adresse à ceux qui nous regardent que l'aide ferroviaire dédiée à cette journée est déjà en ligne. Alors voilà pour le message. Maintenant, on va enchaîner sur la dernière table ronde de cette matinée qui est consacrée au financement des infrastructures ferroviaires. Et je vais demander aux 4 intervenants prévus de me rejoindre sur scène. Le sénateur Franck Dersin, que j'ai vu tout à l'heure. Vous pouvez l'applaudir. Grand connaisseur du ferroviaire, qui n'était pas encore il y a si longtemps vice-président transport et mobilité de la région Hauts-de-France et qui connaît parfaitement le sujet maintenant qu'il est sénateur. Je vais demander à Michel Joson, qui est le maire de La Ferté-Gaucher et conseiller départemental, de nous rejoindre. Monsieur le maire. Ensuite, nous avons un trio on va parler de La Ferté-Gaucher et d'un projet tout à fait intéressant. Bonjour, monsieur le maire. Je vais demander à Romain Bailly d'Infratech de venir et à Jonathan Delisle, président directeur général du groupe Delisle. Voilà. Donc en fait, cette table ronde, on va, monsieur le sénateur, je vous propose de commencer par l'explication. Je vais me mettre là. On ne va pas laisser de chaises vides. Je vous propose de commencer par l'exemple de La Ferté-Gaucher, parce que ça nous permettra de rebondir sur les différentes façons de relancer le ferroviaire. Et je voudrais commencer par vous, monsieur le maire, que vous nous expliquiez un peu votre intention sur cette fameuse ligne qui, je crois que c'est une vingtaine de kilomètres, qui pourrait relier Coulommiers à La Ferté-Gaucher, que vous nous expliquiez votre intention, vos problèmes, qu'est-ce que vous souhaitez faire, et puis après on verra avec Romain Bailly et Jonathan Delisle les éléments peut-être un peu plus techniques et la faisabilité du projet. Mais votre intention politique, monsieur le maire, quelle est-elle ? Très bien. Déjà, je voulais vous remercier de cette invitation et puis de donner un peu cet éclairage d'une bataille du rail locale qui dure maintenant depuis 4 ans, mais qui est beaucoup plus ancienne que cela. J'ai pris mes fonctions de maire et de conseiller départemental sur les dernières municipales et puis sur les dernières départementales. Et sur La Ferté-Gaucher, depuis une vingtaine d'années, la ligne qui relie La Ferté-Gaucher à Coulommiers est interrompue. Elle a été interrompue suite à des difficultés, suite à une désaffection, parce que le matériel vétuste, le manque d'entretien peut-être de la ligne également, faisait que les retards successifs ne permettaient plus aux habitants du territoire de rejoindre la ville capitale dans de bonnes conditions. Donc substitution réseau de bus. Voilà, tout ça fonctionne. Ma foi, on ne peut pas dire le contraire. Ça fonctionne. La région, le département également, avec une ligne particulière, la ligne 17. Néanmoins, se pose la question de cette voie ferrée. Des interrogations ont été portées par mes prédécesseurs en 2011, je crois. Une étude succincte d'opportunité avait été réalisée par SNCF Réseau. Arrivant nouvellement aux affaires, comme on dit, nous nous étions engagés à interroger de nouveau SNCF Réseau. Voilà. Alors, portant cette interrogation, nous nous sommes aperçus très très vite que le blocage entre La Ferté-Gaucher et Coulommiers était avant tout basé sur des questions politiques. On va employer les gros mots, comme on dit, parce que Coulommiers avait décidé d'être le terminus de la ligne P, en tout cas sur cette branche, avec un développement économique et territorial réservé à son territoire et à sa communauté d'agglomération. Il faut dire les choses comme elles sont, et je le dis très précisément. C'est vrai que 18 km plus loin, notre territoire est également en déshérence, parce nous avions des entreprises industrielles comme Villeroy-et-Boc ou comme Arjowiggins, le papier sécurisé notamment pour l'État. Voilà, le retour du rail, c'est une véritable question, et c'est une question citoyenne.
C'est une question de liaison, évidemment, entre les différentes régions. Et puis, ce sont des exemples, parce que là, tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, ce sont des vraies politiques, des vraies volontés, du travail, du partage, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui sur mon territoire. Donc, nous avons évidemment sollicité les différents intervenants, j'en passe, et des meilleurs, pour finalement nous apercevoir que si on ne prenait pas un peu le taureau par les cornes, c'est-à-dire de réaliser une étude technique, qualitative, quantitative, d'objectifs sur nos propres deniers, nous avions peu de chances de convaincre les interlocuteurs. Néanmoins, dès que nous avons lancé de manière à peu près concomitante avec le cabinet Infratech cette étude qualitative, technique, l'éclairage s'est fait de manière un petit peu différente. Nos sénateurs, plusieurs de nos sénateurs se sont saisis du sujet. Le conseil départemental également. J'ai un peu plus de difficultés avec la région Île-de-France. Voilà. Vous êtes aux marges de l'Île-de-France. Hein. Alors, c'est ça qui est dramatique, c'est que nous sommes vraiment à la frontière, à 2 pas de la frontière de la région Grand Est, qui a une politique qui est radicalement différente. Ce n'est pas une critique de la politique régionale, je reste très prudent. Mais tout de même, il n'y a pas que Paris, la proche banlieue. Là, au bout de la région Île-de-France, ça reste tout de même la région Île-de-France. On va venir dans quelques instants à cette étude qui vous a permis d'objectiver un certain nombre de choses, mais je reviens à vos besoins. Ils n'étaient pas simplement pour vos concitoyens, pour être reliés par le fer au réseau francilien. Il y avait aussi des besoins de fret et de desserte de vos entreprises. Exactement. Alors, si vous voulez, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, parce que comme n'importe quel citoyen, le train, pour moi, c'est le train de voyageurs. On le disait juste dans la table ronde avant. Et puis, évidemment, par la force des choses, on s'est intéressé à la question du fret, d'autant plus que sur la Ferté-Gaucher, au bout de ces 18 kilomètres, puisqu'après, la ligne allait antérieurement, c'est une ligne qui a 100 et quelques années, le fret a tout son sens, puisque là, aujourd'hui, la ligne s'arrête à la Ferté-Gaucher. Néanmoins, je vous citais tout à l'heure des entreprises industrielles avec des embranchements, avec une possibilité de développer des plateformes multimodales. Enfin, voilà, on a véritablement une richesse de possibilités. Il ne nous manque plus que des trains sur les rails. Et quelques crédits pour réaliser tout ça. Et puis deux, trois sous sonnants, trébuchants, les bons interlocuteurs, les personnes qui vont être porteuses du projet. Quand je dis les personnes, à la fois les collectivités locales, territoriales, l'État, évidemment. Le nouveau ministre va arriver, mais j'avais de très bons contacts avec l'ancien ministre. Il faut dire que nous avons réussi à ne pas, à ne pas faire déclasser la voie. Aujourd'hui, la voie est toujours référencée et simplement suspendue. Donc tout est possible. Alors justement, voilà. On va essayer d'objectiver un peu le dossier et demander... on sait que le ferroviaire, c'est compliqué, il y a toujours plein d'options, de possibilités, etc. Mais je vais demander un petit exploit à Romain Bailly qui a réalisé l'étude. Vous avez dit que vous avez pris les taureaux par les cornes et vous avez demandé une étude dite indépendante, en tout cas à un cabinet financé par la ville intégralement. Et on voudrait que vous nous disiez en quelques instants, où tout le monde n'est pas absolument familier de la liaison Coulommiers-La Ferté-Gaucher, que vous nous expliquiez un peu ce qu'il ressort de cette liaison, qu'est-ce qui pourrait être fait, quelles solutions, quel financement, qu'on y voit un peu clair. Et puis après, j'interrogerai Jonathan Delisle sur l'opportunité qu'il a d'utiliser peut-être cette future voie rénovée. Alors, quelques mots sur ce dossier. Bon, effectivement, on a été mandaté par la mairie de La Ferté-Gaucher pour étudier la réouverture de la section Coulommiers à La Ferté-Gaucher sur différents volets. Donc le volet fret pour commencer et ensuite sur un volet voyageurs, parce qu'il y a du potentiel sur ces deux volets. Très clairement, sur le volet fret, il a été identifié en collaboration avec le groupe de Lille à peu près 5 ou 6 chargeurs qui sont très intéressés pour faire du report modal au départ ou à l'arrivée de La Ferté-Gaucher.
Voilà, donc sur l'estimation de l'étude, on est à peu près à 360 000 tonnes par an. Ça représente à peu près un train par jour. Un train par jour quand même. Ouais, Oui, hein, il y a des lignes qui sont beaucoup moins utilisées que oui, ça. Oui, oui. Alors on est sur une navette mixte, parce que beaucoup de marchandises effectivement doivent être redistribuées sur le territoire et à l'international aussi vers l'Italie. Donc on a une navette mixte combinée et wagon conventionnel. Donc très clairement, on a une desserte. L'idée, c'est effectivement d'avoir une desserte au départ de la Ferté-Gaucher vers Bonneuil, Valenton ou Noisy-le-Sec, ou voire vers Sormarne aussi, pour ce qui est du wagon conventionnel. Donc on a des trains à peu près 1500-1600 tonnes par jour. Donc ça, c'est sur l'usage. On reviendra avec votre voisin. Mais sur ce qu'il est nécessaire de faire pour la rénover. Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voie unique, double voie. Je crois que la plateforme, c'était une plateforme à l'origine d'une double voie. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors très clairement, c'est une ancienne double voie qui a été passée à voie unique dans les années 60. Donc la plateforme est toujours existante, elle est toujours là. Ça n'a pas déconstruit sur les emprises. Donc, si on parle que du fret, une voie unique suffit amplement entre Coulommiers et la Ferté-Gaucher. Mais si on parle de voyageurs, là, il se pose différentes questions, en fin de compte, sur la consistance des travaux et des besoins. Très clairement, il y a plusieurs schémas qui ressortent. Sur la partie voyageurs, on est à peu près à 360 000 voyageurs par an identifiés au départ de la Ferté-Gaucher, parce que beaucoup de personnes prennent leur voiture pour aller à Coulommiers, prendre le train. La gare de Coulommiers, c'est 1,2 million de voyageurs par an. 1,2 million. Donc il y en a presque un quart, un peu plus d'un quart qui viennent de la Ferté-Gaucher. C'est ça, exactement. Qui vont en voiture à Coulommiers. Oui. Donc l'idée, c'est de les capter dès la Ferté-Gaucher. Oui, exactement. Et on est sur ça pose beaucoup de problèmes à Coulommiers, sur la partie effectivement parking, sur l'accidentologie, la vigilance sonore et la pollution. Donc effectivement, rouvrir la gare de la Ferté-Gaucher, ça prend tout son sens, parce que beaucoup de gens qui sont les alentours de la Ferté-Gaucher vont jusqu'à Coulommiers, ils pourraient prendre le train directement à la Ferté-Gaucher. Donc ça réduirait d'autant le nombre de voitures sur l'axe. Voilà. Et cette option-là, elle peut se faire en voie unique ou pas, avec les voyageurs? Oui, il y a plusieurs solutions possibles. Soit effectivement, on parle d'un projet de prolongement de la ligne P jusqu'à la Ferté-Gaucher, avec remise en double voie de la plateforme. Très clairement, la plateforme était déjà prévue comme ça à la base, et on roule à 100 km/h. Donc c'est tout à fait possible. Ou alors, effectivement, on passe sur un régime voie unique, mais on sort du statut des SNCF Réseau et on passe sur un régime de voie locale voyageur, ce qui permet effectivement au département de prendre la main sur les navettes ferroviaires. Donc, si je résume, il y a trois options. L'option maximale, double voie, prolongement de la ligne P, usage mixte, frais de voyageurs. Donc ça, c'est assez cher. C'est la Rolls de la rénovation. Exactement. Alors, je peux pas sortir un chiffre, mais estimer au moins 100 millions d'euros. Remise complète, on parle depuis Marlambry, donc il y a à peu près 60 km de remise en double voie. Deuxième option, voie locale voyageur, voie unique. Oui, exactement. Donc là, on est sur un prix. Alors, tout dépend de ce qu'on choisit comme mode de travaux. Est-ce qu'on est sur de la rénovation neuve, avec des matériaux neufs, et on est sur un budget à 25 millions d'euros. 25 millions d'euros. Voilà. Troisième option, voie locale fret. Alors, voie locale fret, effectivement, c'est beaucoup plus léger. On est sur de la VLF et on serait sur un budget de 15 à 16 millions d'euros. Monsieur le maire, j'imagine que l'option maximale est votre préférée, mais là, c'est au-dessus que ça se joue. Oui, mais c'est bientôt Noël. C'est Noël. Bientôt Noël. C'est Noël. Donc, bon, voilà. Et vous êtes dans le PLF 2025, vous avez de la chance. Oui. Oui. Bon. Non, effectivement, voilà, vous dites la Rolls, mais effectivement, pour le citoyen, savoir ce que va devenir cette voie ferrée, si elle est redirigée vers de l'industriel et de la création d'emplois et de l'activité, c'est tout à fait positif tout de même, parce qu'on est dans une région où effectivement le niveau de revenu est le plus bas. Ma commune, malheureusement, a ce palmarès de la commune la moins riche de toute la Seine-et-Marne. Et effectivement, c'est quand même, en termes d'emploi, c'est pareil, un taux de chômage extrêmement important. Avoir un nouvel éclairage sur la collectivité. Alors évidemment, le voyageur, puisque le rail a toujours articulé les territoires, a toujours libéré les territoires et enrichi les territoires.
territoire. Donc pour le voyageur, ce serait absolument formidable. Maintenant, je peux vous dire que si c'est déjà de l'industriel, ce serait déjà la voie ferrée restant en place, étant rénovée, aujourd'hui ou demain, il y a toujours une possibilité. La suppression de cette voie ferrée, puisque le projet initial, c'était celui-là, c'était de supprimer la voie ferrée pour créer une coulée verte. Alors, j'invite tout le monde, évidemment, au bout de la Seine-et-Marne, mais là où j'habite, il n'y a pas un chemin rural à moins de 300 mètres d'une habitation, ou le contraire. Donc, voilà, les coulées vertes, c'est joli en proche banlieue parisienne, mais chez nous, on a des chemins. Jonathan Delisle, on voudrait vous écouter sur l'intérêt que vous avez à ce que cette voie ferrée retrouve un usage commercial. Tout à fait, oui. Merci pour l'invitation. Nous, en fait, on est un groupe de transport routier de marchandises implanté depuis plus de 45 ans à la Ferté-Gaucher. Et il se trouve qu'il y a plus de 2 ans, on a racheté une friche industrielle, une ancienne usine Villeroy-et-Boc, dont faisait référence Michel, et qui a l'avantage d'être en branche FR. Et au même moment, c'était dans l'air du temps, nos clients, les chargeurs, les industriels, notamment de l'agroalimentaire, demandent de plus en plus à décarboner leur transport et de fait demandent de plus en plus du report modal, puisque c'est une des solutions aujourd'hui qui est quand même la plus simple et la moins coûteuse pour décarboner les transports. Donc forcément, l'idée nous est venue, j'en ai parlé avec monsieur le maire, puisque je fais partie de son conseil municipal, en lui disant, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire, on est dans l'air du temps, de la transition énergétique, la décarbonation des transports, et il se trouve que la friche industrielle qu'on venait de racheter est en branche FR. Donc on s'est dit, peut-être qu'il y a un coup à faire pour justifier une remise en service de la ligne, à la fois sur le volet voyageurs, puisqu'il y a une demande qui va s'accentuer dans les années à venir, et le volet fret. Voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé à demander, donc en premier lieu à SNCF Réseau, puis également après aux différentes institutions politiques pour justement avoir du soutien et avoir leur avis. Et c'est là qu'on a commencé à se rendre compte de la montagne qui s'élevait devant nous, puisque on a fait face rapidement à des fortes oppositions, même locales, au niveau local. Donc ça a été quand même très problématique. Et aujourd'hui, déjà, la première victoire, c'est qu'on a réussi à obtenir le non-déclassement, en tout cas pour l'instant, en voie verte. Donc déjà, ça, c'était notre objectif premier. Et maintenant, charge à nous de démontrer, et avec l'aide d'Infratech, pour démontrer tout le bienfait de la réouverture de cette ligne. C'est dans l'air du temps, on n'arrête pas de parler de ça. Le gouvernement débloque des milliards, des dizaines de milliards pour le ferroviaire, et notamment le fret ferroviaire. Ah bon D'ici 2040, je précise. Vous avez trouvé les 100 milliards, monsieur? Ah, moi non, je ne fais que reporter les annonces. Bon, mais je les cherche toujours. Voilà. Je relate les annonces faites du temps de Madame Borne et plus récemment du temps de Monsieur de Rouvray. En tout cas, la volonté politique est là, et il est vrai que c'est frustrant de voir que d'autres petites lignes, puisque de toute façon le développement ne pourra passer par que la réouverture des petites lignes, puisqu'aujourd'hui les réseaux, je parle en tout cas de l'Île-de-France, Noisy-le-Sec, Valenton sont complètement saturés, les gares. Donc nous, même des chargeurs, des gros clients nous disent on aimerait bien faire plus en report modal, mais en fait on ne peut pas, puisqu'aujourd'hui c'est saturé. Donc justement, il faut, dans ce cas, si on veut vraiment suivre la volonté et qu'on trouve les fameux milliards, il va falloir réouvrir des petites lignes, des lignes capillaires, avec plusieurs petites gares multimodales pour permettre d'alimenter justement les plus gros hubs. Et voilà, on pense que ça passe par là. On a déjà vu des réouvertures qui sont faites un peu partout en France sur des lignes même encore en moins bon état et plus petites que celle de Coulommiers à la Ferté-Gaucher. Donc on a l'avantage, nous, d'être présents, d'avoir déjà beaucoup de flux qui permettraient de justifier la rentabilité de la ligne sur le volet fret, en tout cas. Et puis, plein de nos chargeurs, plein de nos clients sont aussi derrière nous et seraient très intéressés si vraiment ça venait à voir le jour, parce qu'eux aussi pourraient apporter beaucoup plus en transport multimodal. Donc les planètes sont alignées, politiques, entrepreneuriales, et puis l'expert qui a objectivé un peu tout ça. Franck, ce genre d'exemple est, je ne vais pas dire fréquent, mais en tout cas, il y en a beaucoup en France aujourd'hui, et se pose la question effectivement de la revitalisation du ferroviaire de proximité qui irrigue l'ensemble du réseau ferroviaire, et ça pose bien la question des moyens qu'on se donne pour dynamiser l'économie, décarboner les transports. C'est un exemple inspirant.
Ah bah cet exemple-là est notre rêve à tous. Sauf que, écoute, désolé de jouer les Cassandres, mais monsieur le maire, votre ligne est bien suspendue depuis plus de 5 ans. Oui. Donc, si elle est suspendue depuis plus de 5 ans, vous devez effacer tous les passages à niveau. Et selon le nombre de passages à niveau que vous avez à effacer, vous multipliez par 2 le coût de la rénovation de la ligne. Alors, on peut peut-être essayer de demander au ministre une dérogation. Alors, dépêchez-vous, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait encore un gouvernement le 25 décembre. Oui. Donc, faut tout mettre en... Oui. On peut avoir un 4e ministre des Transports en moins d'1 an et demi. Donc, voilà. Vous ne pouvez pas rouvrir une ligne aujourd'hui qui est fermée depuis plus de 5 ans si vous n'effacez pas les passages à niveau. Et ça coûte une fortune. Et c'est face à ce type de problème que l'on est. Il faut d'abord qu'on réussisse à entretenir le réseau courant. Or, on sait qu'il n'y a pas assez d'argent là-dessus. La SNCF fait un effort et elle va mettre 500 millions de plus qu'elle va verser à Réseau pour permettre d'aller encore un peu plus loin. Sauf que j'ai ouï dire, là où je suis, j'ai parfois quelques bonnes informations, dans le budget qui se prépare, hein, j'y étais encore à 2h du matin tout à l'heure au Sénat, puisque à l'Assemblée, on a une feuille blanche, hein, donc on essaie de faire des choses au Sénat en attendant le 49.3. Faut être réaliste. Hein. J'ai ouï dire que donc le gouvernement, dans le projet de budget, mettait 700 millions de moins dans la FIFT. Agence de financement et d'infrastructures de transport de France. Voilà, 700 millions de moins, ça sert normalement à financer aussi les contrats de plan État-région, parce que vous pouvez aussi mettre cette ligne dans les contrats de plan État-région, auquel cas, là, l'argent arrive. Sauf que si on met 700 millions de moins dans la FIFT sur le budget qui arrive, eh bien évidemment, le contrat de plan État-région ne pourra pas être appliqué. Et une nouvelle fois, la signature et la parole de l'État ne sera pas respectée. Donc, oui, il y a plein d'endroits, malheureusement, où on souhaite faire cela. Alors, pour le voyageur, on calcule le nombre de voyageurs transportés. Là, apparemment, il y en a quand même suffisamment pour rentabiliser l'investissement. Mais là où ça n'est pas le cas, il faut malheureusement, on n'a pas le choix, compte tenu de tout ce qu'il y a à dépenser, pour entretenir et renouveler, il faut choisir le car ou le bus qui peut rendre, je dirais, le même service 10 fois moins cher en fonctionnement et pratiquement 50 à 60 fois moins cher en investissement. Donc, il faut faire un rapport, je dirais, entre l'argent que l'on doit mettre et le nombre de personnes à transporter. On en est là aujourd'hui, sinon on n'y arrivera pas. Alors pour le fret, c'est différent. C'est un peu compliqué par bus, le fret. Oui, le fret. Alors, dans la région de Hauts-de-France, on était sur 4 lignes, donc capillaire fret, que nous avons sauvées. La région met 50%. Parce que, alors, je suis très étonné quand vous parlez de département, parce que dans les régions hors Île-de-France, les départements ne mettent pratiquement pas d'argent sur le ferroviaire. C'est à la région de le faire. C'est au propriétaire de le faire. Le propriétaire, c'est SNCF Réseau. Il n'a plus l'argent. Hein, donc, quand on rénove une ligne aujourd'hui, dite ligne, les lignes de desserte fine de territoire, DFT, SNCF Réseau met 8,5%. Le propriétaire met 8,5%. Et ensuite, la région met, grosso modo, 70 à 75%. Et le reste, c'est le contrat de plan État-région. Alors, donc, sur les capillaires fret, là, la région met 50%. Et il faut obtenir au moins que l'entreprise puisse mettre 30%. Et le reste, on va tenter de le chercher. Mais c'est vrai que compte tenu du contexte dont je vous parle, il va falloir, dans les 2 ans à venir, je dirais, vous débrouiller le plus possible seul et espérer de temps en temps... Espérer de la région un effort particulier. Oui, sauf que les régions aujourd'hui sont dans un état financier catastrophique. Vous savez qu'il y a
Là aussi, 5 milliards d'euros en moins pour les collectivités locales, qu'on est en train d'essayer en ce moment de réduire. C'est à 3 ou à 2 Oui, à 2. Mais ça n'est pas encore fait, mais c'est plus que probable vu ce qu'a dit le Premier ministre au Congrès des maires. Mais les régions, c'est une baisse colossale des cartes grises, hein. C'est une baisse des recettes de TICPE. Et c'est une baisse aussi de la TVA, puisque maintenant on touche une part de TVA. Quand l'économie fonctionne, la TVA rentre. Quand l'économie, comme en ce moment, ne fonctionne pas, la TVA n'entre pas. Donc les régions sont en grande difficulté financière. SNCF Réseau n'a pas assez d'argent parce que l'État ne met pas assez d'argent. Du coup, SNCF Réseau est obligé d'augmenter considérablement ses péages, 6% d'augmentation des péages dans l'année qui vient, ce qui est là aussi assez insupportable pour les régions. Alors justement, cet exemple a l'air de vous intéresser beaucoup, de vous passionner. Quelques questions que vous avez posées via l'appli numérique. Est-ce que SNCF Réseau a fait un devis et à combien s'élève-t-il? Est-ce qu'il y a eu un devis de rénovation de SNCF Réseau avant votre propre étude? Est-ce qu'il y en a eu un Non, rien. Ils n'ont pas fait de devis. Rien. Donc il n'y a pas eu de devis de réseau. Le seul sur la table, c'est le vôtre ou... Alors, si vous voulez un devis de réseau, vous mettez 25 à 30% plus cher. Hein. Alors, non, il y a une étude qui avait été faite, une estimation qui avait été faite il y a quelques années, en 2011. Très clairement, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire le prix, mais ce qui avait été estimé par SNCF Réseau, c'est à peu près 60 millions d'euros de travaux juste pour les 19 km. Mais là, on parlait d'électrification, il fallait renforcer la sous-station, forcément. Donc, c'était des travaux conséquents. On est aussi sur du modèle SNCF Réseau, comme vous le dites, et on est forcément plus cher. Combien de passages à niveau entre ces deux extrémités, entre la Coulommiers et il y a 20 km, il y a 21 passages à niveau. Combien ? 20 km, 21 passages à niveau. 21 passages à niveau. Alors, sur l'étude... les sénateurs se... Sur l'étude, on peut déjà en supprimer 11 parce que ce sont des chemins agricoles. Donc il en reste 10. Donc il ne reste que 10, très clairement. Oui, alors méfiez-vous des camions à purin ensuite qui viennent être déversés devant la mairie quand vous supprimez ça. Hein. On est bien d'accord. On sent vécu ce sénateur. Après, le sujet des passages à niveau, c'est la circulaire Bussereau. Donc effectivement, ça c'est un vrai sujet qu'il faut remettre sur la table. Je pense qu'effectivement, ça bloque la réouverture de beaucoup de lignes dans les régions. Je pense qu'il y a plein de projets de réouverture et on bloque à cause de ça. Parce que, vraiment, refaire un passage à niveau, ça peut coûter jusqu'à 7-8 millions d'euros, largement. Ça, un pont, un tunnel. Donc c'est un vrai sujet. Maintenant, sur la branche Coulommiers, parce qu'on parle de la ligne P de Paris-Est, qui fait partie des réseaux structurants en Ile-de-France d'ailleurs. C'est quand même intéressant parce qu'on est comme sur quelque chose de statutaire. Il y a deux branches, il y a plusieurs branches sur la ligne P. Il y a la branche de la Ferté-Milon et la branche Coulommiers. La branche de la Ferté-Milon est à peu près semblable à la branche Coulommiers démographiquement et aussi sur un aspect technique. Aujourd'hui, la branche Coulommiers, c'est 800 000 voyageurs par an. Elle est entièrement en train d'être rénovée, elle est en double voie et elle va être électrifiée à l'horizon 2030. La Ferté-Milon, pardon. La Ferté-Milon. Vous avez choisi la mauvaise commune, monsieur le maire. C'est parce que celle-là, elle va vers la région des Hauts-de-France. Donc, voilà. Donc, et on met de l'argent, si vous voulez. Et puis ensuite, elle va en Champagne-Ardenne. Parce qu'il y a des frontières entre les régions maintenant. Donc, c'est très difficile. Et on arrive à bien bosser entre régions provinciales. Mais comme vous l'avez dit, on a énormément de mal dès qu'on arrive en région Île-de-France. Oui, alors ça, après, c'est une question politique et je ne rentrerai pas sur ce sujet. Mais très clairement, sur la branche, donc on a une branche de la Ferté-Milon où il y a 800 000 voyageurs par an qui va être entièrement modernisée. Et c'est très très bien, c'est tant mieux, il faut. Et par contre, on a la branche Coulommiers qui fait 2 millions de voyageurs par an. Et on a une voie unique avec un système de cantonnement hyper restrictif qui s'appelle le BAPR. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est, mais ça limite très fortement la capacité des trains. Donc c'est une vraie question aujourd'hui pour SNCF Réseau et pour Île-de-France Mobilité. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas avoir une branche qui fait 2 millions de voyageurs et une branche qui fait 800 000 avoir un tel écart technique. Par rapport à ce que disait le sénateur Jonathan Delisle, est-ce que les acteurs économiques sont prêts à participer un peu à l'effort ou non? Ou peuvent-ils, veulent-ils?
je suis pas garanti. Il faudrait poser la question à la UTF, mais bon, en tout cas, il y a une réelle volonté. Après, je me mets à la place des acteurs économiques où ils entendent tous les soirs, où ils lisent dans les journaux qu'en fait l'État veut redévelopper le fret ferroviaire, on veut rouvrir les lignes, on annonce en tout cas des centaines de milliards. Et donc après on va leur dire ben non, finalement non, parce qu'on n'a plus de sous, on fera rien. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même une discorde dans le discours, parce que bon, nous, le secteur économique, on est prêt à s'investir là-dedans, mais derrière on a l'impression qu'il y a des annonces, et puis derrière la réalité que souligne Monsieur le Sénateur, qui sont certainement très justifiées, mais en fait du coup il y a une incompréhension totale, parce qu'on nous dit il faut décarboner, on nous met des réglementations tous les ans plus en plus restrictives pour décarboner. Et en fait, on nous dit, ben non, finalement, on ne pourra pas parce qu'on n'a pas l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver le pognon. Trouvez-le nous au gouvernement. Justement, je ne suis que sénateur, monsieur. Justement, monsieur le sénateur, la région Grand Est a choisi sur la ligne Contrexéville-Nancy, la ligne 14, dite 14 de Grand Est, a choisi de recourir au financement privé, avec un consortium Régénération, Exploitation, NGE, Transdev. Parce que là, la région est devenue propriétaire. Voilà. Est-ce que ça vous semble une bonne idée pour résoudre ces problèmes justement de financement et de rareté de l'argent public? Si vous voulez, qu'une région devienne propriétaire de lignes ferroviaires, c'est un engagement financier colossal. Parce qu'il va falloir l'entretenir. Et le péage dessus ne suffira jamais à payer l'entretien. Donc, c'est un choix qu'a fait la région Grand Est. C'est pas le choix qu'a fait la région Hauts-de-France. Et d'ailleurs, il y a très peu de régions qui font ce choix-là. Donc, il faut trouver l'argent. Donc, on peut trouver l'argent où on a le système des CE, vous savez, des certificats d'économie d'énergie. Il faut que ça bénéficie plus au secteur du transport. On a aussi, il faut qu'on mette la main sur une partie des crédits des enchères des quotas de carbone dits ETS. Ce sont des milliards d'euros, là, mais il faut les flécher vers le transport. Alors, il y en a une partie qui sont fléchées vers le logement aussi, parce qu'il y a une crise dans les transports, il y a une crise dans le logement qui est colossale, et là aussi, on a besoin de beaucoup d'argent. Donc, c'est deux possibilités qu'il faut négocier avec Bercy, que là, c'est eux. Et la troisième possibilité, mais ce n'est pas demain matin, c'est à partir de 2031 jusqu'en 2035, c'est comment, gère-t-on demain la fin des concessions autoroutières et les milliards d'euros aujourd'hui qui vont vers des grands groupes et vers les actionnaires, alors que, le transport, aujourd'hui, a besoin, je l'avais dit dans un autre colloque, on a besoin, dans les 10 ans, de 100 milliards d'euros sur l'infrastructure ferroviaire. On a besoin de 100 milliards d'euros. Il y a une étude sur le Sénat qui définit sur les ponts et les ouvrages d'art, qui commence à être aussi dans un état On a difficile. vu une étude qui vient d'être rendue par le CEREMA, qui est assez alarmiste. On a besoin de 35 milliards d'euros si on veut un jour tenter de lancer les SERM, les fameux services express régionaux métropolitains. Et on a besoin de 35 milliards d'euros pour, accélérer dans la mise en place des bornes électriques. Donc on a besoin de 270 milliards dans les 10 ans à venir. Et pour l'instant, on a... Vous en avez combien on a à peine assez pour entretenir le schéma ferroviaire classique. Voilà. Donc le constat est alarmant ou alarmiste. Les deux, comme ça vous faites deux en un. Monsieur le maire, votre calendrier à la Ferté-Gaucher est contraint. Vous donnez quelle échéance pour que ça bouge? Quel est votre calendrier dans votre tête? Moi, je n'ai pas de calendrier particulier ni précis. On parle là de chiffres et d'équipements qui vont nécessiter encore une bonne dizaine d'années à la fois de réflexion, de construction. En 4 ans, il nous a fallu 4 ans pour mettre déjà un certain nombre d'interlocuteurs autour de la table. Et puis réfléchir à des projets de développement, à des projets d'implantation de nouvelles sociétés, avec aussi une organisation administrative de la France
qui me semble quand même de plus en plus complexe. Le développement économique a été transféré à notre EPCI, à notre structure intercommunale, et c'est vrai que les décisions que l'on pourrait prendre en autorité, l'autorité en question, elle a été déplacée. C'est un autre organe délibérant qui doit prendre la parole, porter le dossier. Et c'est toujours assez compliqué, même si je suis vice-président en charge des finances sur notre communauté de communes. Voilà, ça reste des budgets qui sont extrêmement limités, qui n'ont rien à voir avec les chiffres qu'on annonce. Pour clôturer ce dossier Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Romain Bailly, si imaginons que les financements arrivent sur l'une ou l'autre des options, c'est combien de temps de travaux sur les 18 ou les 20 km? Ça va entre 50 et 60 mois de travaux. Donc, au total, hein, entre 4 avec et 5 les ans. études, tout compris. Y compris les études, Ouais. tout compris. Voilà, intégrant toutes les études. Donc objectif de 2030. C'est ça. Pour terminer sur cet aspect de financement des infrastructures, Franck Dersin, la région Grand Est met en place, et ce sera pour 2027, la AirPass, cette taxation du transport sur route par camion. Votre sentiment sur cette initiative? On a de très nombreux colloques où tout le monde regrette encore l'abandon de la fameuse écotaxe. Est-ce que le retour d'une taxation semble une bonne piste pour résoudre une partie des problèmes? L'écotaxe a coûté aux contribuables presque 2 milliards d'euros, hein, cette petite histoire. Hein. Pas, presque, oui. Oui. Écoutez, oui, ils ont raison de mettre en place cette taxe, même si les transporteurs protestent, parce qu'en plus, ils sont frontaliers. Et donc, comme il y a des taxes de l'autre côté de la frontière, évidemment, ils récupèrent des milliers de poids lourds tous les jours. Alors, on attend aussi la mise en place de la fameuse Eurovignette, qui pourrait, je dirais, s'appliquer un peu partout. Mais je veux dire, l'air du temps pousse à aller vers, effectivement, cette taxe poids lourd, mais dans un contexte pour les sociétés de transport qui est extrêmement difficile, où on le voit en ce moment, beaucoup de sociétés de transport sont en train de déposer le bilan, où la concurrence avec les pays de l'Est est toujours très, très forte. Donc, rajouter des taxes à des entreprises qui ont du mal à gagner quelques centimes au kilomètre, ça pose aussi un problème et ça nécessite un grand débat autre que simplement de décider dans une région, je mets une taxe. Si vous voulez, c'est au niveau national et au niveau européen qu'il faut le faire. D'ailleurs, on a une remarque dans ce sens qui est de l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous. Encore des taxes, point d'exclamation. Les producteurs sont également et surtout producteurs de valeur ajoutée. La situation est telle de réduire leurs marges. Regardons les annonces en Allemagne, qui a des dizaines de milliers de suppressions de postes. Michelin ou Auchan en France, est-il envisagé de changer de paradigme? Là, c'est une critique très claire de l'accumulation de taxes. C'est le débat qu'on a en ce moment au Sénat, où on tente d'avancer sur le budget. On est tous d'accord pour dire qu'il faut dégraisser le mammouth, mais de l'État, là, tout entier, plus simplement d'un ministère, comme l'avait dit un ministre socialiste il y a longtemps. Il faut dégraisser le mammouth, sauf que pour dégraisser le mammouth État, il faut 7 à 8 ans. Sauf comme on change de gouvernement tous les X mois maintenant, je veux dire, on n'est pas prêt de lancer cette réforme. Donc pour l'instant, dans les débats que nous avons, on discute effectivement de telle taxe, de renoncer à telle recette ou de rajouter une autre recette ou de parler de points de TVA ou plein de choses comme cela pour tenter d'endiguer le déficit et que la France ne devienne pas d'ici un an, ne connaisse pas en tout cas d'ici un an ce qu'a connu la Grèce ou le Portugal, parce que sincèrement, on n'est pas très très loin si on ne réagit pas rapidement. Merci. Alors, une petite précision de l'une ou de l'un d'entre vous. Pour les lignes non circulées depuis plus de 5 ans, la suppression des PN est conseillée, pas obligatoire. Alors là, il y a un petit point. Alors non, elle n'est pas conseillée, elle est obligatoire. Hein, ça, je peux vous le dire. Alors là, je ne vais pas trancher, mais je peux vous le dire, monsieur. On peut demander une dérogation. Pour l'instant, aucune dérogation. J'ai travaillé dessus, monsieur.
Ça, alors là, ce serait tellement facile. Tellement facile. Non, 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 non. Et je peux vous dire que si on ne respecte pas ça, qu'il y a un accident et qu'on a décidé, vous viendrez en prison avec moi, hein, monsieur, hein. Dernière remarque, les fonds européens ne peuvent-ils pas participer à ce type d'opération? Est-ce que vous avez regardé du côté des fonds européens pour une opération telle que Coulommiers, La Ferté-Gaucher? Romain Bailly, ou le sénateur? Non. Aujourd'hui, comme je dis, la ligne fait partie du réseau structurant Île-de-France. Donc si on est vraiment dans le cas du prolongement de l'IMP avec un statut de SNCF Réseau, effectivement, ça peut se regarder. Mais je ne suis pas tellement sachant sur ce sujet, c'est assez complexe. Non, non, non. Les fonds européens vont vers des infrastructures, monsieur le ministre, des infrastructures structurantes qui profitent à l'Europe. On a eu ce cas-là, nous, sur, je dirais, la liaison que l'on veut faire entre Amiens et Roissy. L'Europe a refusé de mettre de l'argent, sauf, je dirais, quelques millions d'euros, parce qu'il y a la plateforme ferroviaire qui, elle, est européenne. Mais alors, si je fais une liaison France-Belgique, je vais pouvoir effectivement toucher des fonds européens. Ou si on fait une liaison Grand Est-Allemagne, ça va être possible. Mais une liaison franco-française, l'Europe ne mettra pas un rond. Merci messieurs. Alors nous parlions d'Île-de-France, nous parlions de ferroviaire, de transport, et c'est à ce moment-là que le ministre est arrivé. Donc il tombe à pic pour venir clôturer cette matinée. Mais je voudrais d'abord qu'on remercie vous quatre, qu'on vous remercie, parce que cette table ronde était très concrète. Merci à vous. Et nous allons maintenant proposer au ministre François Durovray de venir clôturer cette matinée qui a été riche de beaucoup de prises de parole sur le financement, sur la formation, sur les besoins en infrastructure. Et nul doute, au moment où le ministre échange avec le maire de La Ferté-Gaucher, que ce dernier pourra plaider sa cause après l'intervention du ministre. François. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, et Monsieur... alors, il est passé où Franck, voilà. Franck, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, c'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup l'opportunité, avant d'arriver, de faire une pause. Je suis tout de suite mis à contribution. Et je voulais d'abord vous dire que je suis ravi, évidemment, de me retrouver devant vous pour cette nouvelle rencontre. Saluer, évidemment, votre Président, Philippe François. Saluer chacune et chacun d'entre vous en vos grades et qualités, et vous dire le plaisir qui est le mien de participer à cet échange et d'avoir avec vous quelques mots sur le fret ferroviaire, le contexte et son avenir. Vous dire peut-être d'emblée que l'année 2023 a été une année difficile pour le fret ferroviaire. Après 2 années, 2021-2022, qui avaient été des années positives, en 2023, nous avons malheureusement observé une baisse de 17% des trafics ferroviaires à la suite de plusieurs événements défavorables, un contexte économique peu porteur, et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. C'est vrai que quand on regarde l'évolution du fret au cours de ces dernières années, cela doit nous interroger, je pense, sur le développement économique de notre pays et notamment la part de l'industrie dans notre pays. En 2023, un contexte social également qui a été marqué par un certain nombre de mouvements sociaux, sans parler des coûts de l'énergie qui ont été particulièrement élevés en 2023. Ce qui fait qu'au cours de l'année écoulée, nous avons une baisse de la part du ferroviaire dans les transports de marchandises qui s'est établie à 8,9% alors que ça atteignait 10,4% en 2022. Et même si en 2024, nous observons une augmentation des trafics, il est à craindre que les trafics de 2024 soient inférieurs à ceux de 2022. Je voudrais, au-delà de ce constat, vous dire qu'évidemment, je ne peux pas me satisfaire de cette situation et renouveler 2 mois après ma prise de fonction l'ambition qui est celle de l'État, qui était celle des gouvernements précédents, évidemment d'augmenter la part du fret ferroviaire
dans les années qui viennent. Vous savez qu'il y a un objectif qui a été fixé, un objectif de doublement d'ici 2030 de cette part du ferroviaire, en nous appuyant notamment sur les objectifs de réindustrialisation du pays. Alors je vois avec satisfaction un certain nombre de projets, d'opportunités. Je pense notamment à un objet comme par exemple la carrière de lithium dans l'Allier qui pourra donner l'occasion sans doute à des mouvements de fret à venir. Mais d'une façon globale, on a échangé très rapidement avec votre président avant que je ne monte à cette tribune. Je pense qu'entre nous, on doit se dire la vérité et se dire que l'objectif de doublement de la part modale d'ici 2030 est un objectif qui va être extrêmement difficile à atteindre, sinon impossible, et que nous devons, gouvernement comme opérateur ferroviaire, veiller à nous rapprocher le plus possible de cet objectif sans pour autant avoir l'assurance, évidemment, de l'atteindre. Il y a une stratégie nationale du développement du fret ferroviaire qui a été publiée en 2022, qui a permis de relancer une dynamique sur le fret qui s'appuyait sur 3 piliers. Le pilier d'abord de la viabilité des services et le modèle économique des opérateurs de fret, l'amélioration de la qualité de service des SNCF Réseau et la nécessité d'investir dans les infrastructures permettant le développement du fret ferroviaire. Je voudrais revenir rapidement sur chacun de ces points et peut-être à chaque fois vous indiquer la touche plus personnelle ou le regard que je peux porter sur chacun de ces enjeux. D'abord, la restauration de la viabilité des modèles économiques. Vous savez que le soutien au modèle économique du fret se traduit par la mise en place de mesures d'aide et d'exploitation des services, que l'État a inscrit dans la loi de finances 2025 une enveloppe globale d'aide à l'exploitation des services de fret ferroviaire et de transport combiné d'environ 370 millions d'euros, et que j'ai personnellement veillé, dès ma prise de fonction, voici 2 mois, à ce que nous rajoutions à cette somme les 30 millions d'euros pour le wagon isolé, qui était une demande, je crois, de l'ensemble des opérateurs, qui est nécessaire à la viabilité de ces opérations. Et vous savez que nous l'avons fait dans un cadre budgétaire qui était particulièrement contraint, mais il était important qu'il y ait ce signe de la part de l'État, du gouvernement, et je peux vous indiquer évidemment que l'objectif qui est le mien est que ce soutien soit pérenne, notamment dans le cadre des calendriers qui avaient été fixés, de pérennisation au moins jusqu'en 2030. Je voudrais vous dire un mot également de l'amélioration du réseau SNCF et de la nécessité de fiabiliser les circulations et de l'attribution des capacités de sillons. D'abord pour noter avec satisfaction, et si vous avez un avis qui peut être différent, je serais intéressé évidemment de l'entendre, mais noter avec satisfaction qu'SNCF Réseau aujourd'hui a fait des progrès pour la planification des sillons fret en donnant une planification à horizon de 5 ans qui permet d'identifier et de résoudre suffisamment en amont les conflits entre sillons fret, sillons voyageurs et périodes nécessaires pour les travaux sur les lignes. J'imagine que ce n'est pas encore parfait, qu'il n'a pas encore suffisamment de lisibilité. Je sais que les équipes des SNCF Réseau travaillent à améliorer cette lisibilité et je veille particulièrement à ce que SNCF Réseau accorde au fret ferroviaire la même attention qu'à d'autres modes et notamment au transport de personnes. Il ne doit pas y avoir de différenciation dans l'attribution des sillons entre les différents besoins. Il peut y avoir des conflits d'usage qui ne sont pas évidents évidemment de régler, surtout lorsqu'on s'approche des grandes villes et qu'on doit faire face à un certain nombre de besoins. Mais évidemment, cette lisibilité est nécessaire au fret ferroviaire et on doit, comme sur d'autres sujets, on doit faire en sorte que vous puissiez bénéficier d'une visibilité sur une plus longue durée. Vous savez également qu'il y a un programme majeur de digitalisation des relations entre SNCF Réseau et les entreprises ferroviaires, notamment pour la gestion des sillons, qui est en cours de déploiement, qui est financé à la fois par l'État et par l'Union européenne, et nous devons veiller à ce qu'il soit déployé conformément à ce qui est prévu. Le dernier point, peut-être d'attention ou sur lequel je souhaitais intervenir auprès de vous par rapport à cette feuille de route de stratégie du fret ferroviaire qui a été élaborée en 2022. J'aurais d'ailleurs pu vous préciser que je n'étais pas totalement ignorant de cette stratégie, puisque en tant que membre du Conseil d'orientation des infrastructures, j'avais été amené avec les autres membres de ce Conseil d'orientation des infrastructures à remettre au ministre de l'époque un certain nombre de préconisations. Mais évidemment, il y a un enjeu très fort concernant l'investissement dans les infrastructures avec le projet Ulysse Fret, avec un des objectifs qui ont été calés au cours de l'été 2023 en étroite association avec SNCF Réseau et l'Alliance 4F,
afin d'identifier les projets d'investissement nécessaires pour accompagner le développement de votre activité. Dans ce cadre, nous avons prévu 4 milliards d'euros d'investissement, dont 2 milliards d'euros de par État. Ce programme traite de l'ensemble des différents types d'investissements sur le réseau nécessaire au fret ferroviaire. Il envisage aussi bien la poursuite des investissements sur les petites lignes de fret utilisées pour les dessertes terminales et les dessertes locales que les investissements pour développer la capacité sur les axes majeurs du réseau. Ce programme d'investissement est construit sur des documents de planification à moyen et long terme, dont le schéma directeur national du transport combiné pour l'horizon 2032, qui a été publié le 24 octobre dernier sur le site internet du ministère. La même démarche est lancée pour l'élaboration du schéma directeur du transport ferroviaire de semi-remorques, les autoroutes ferroviaires, et le rapport final sur les investissements pour le fret ferroviaire est en cours de rédaction par SNCF Réseau et pourra faire l'objet d'une communication dans les prochaines semaines. Les dépenses prévues en 2025, parce que c'est ça qui est important, les dépenses prévues en 2025 s'inscriront bien dans les lignes directrices qu'il établit. Il s'agira notamment des travaux sur les voies de service, de travaux de digitalisation et d'études sur les projets de développement du réseau. Mais vous me permettrez à ce stade de vous dire également ma conviction sur la nécessité d'avoir une trajectoire qui, de la même façon que vous avez besoin de lisibilité sur les sillons qui vous sont accordés, vous avez besoin d'une trajectoire également sur les investissements sur nos réseaux et nos infrastructures à travers le pays. Vous avez peut-être déjà entendu des prises de position de ma part sur le sujet, sur ma volonté d'organiser une conférence nationale sur le financement des mobilités qui se débutera au mois de février, et je compte au mois de février, à partir du mois de février, et qui nous amènera, j'espère, à des conclusions avant l'été, mais conférence nationale de financement des mobilités qui, à mon sens, doit nous sortir du débat annuel très difficile auquel les différents membres du gouvernement sont contraints dans les échanges avec Bercy, dans les échanges avec les régions, dans les échanges avec les opérateurs, dans les échanges, enfin avec tout un tas d'acteurs qui évidemment sont essentiels à l'avenir de ces infrastructures. Et chaque année, à partir du printemps, on se pose la question de savoir quelles opérations qui étaient prévues ne pourront finalement pas être financées dans le cadre d'une loi de finances État ou ne pourront pas être financées compte tenu des contraintes des uns ou des autres. Et on sait que dans le contexte actuel, ces contraintes sont évidemment plus importantes encore qu'elles ne l'étaient par le passé. Et donc, pour moi, l'enjeu, c'est au-delà du diagnostic qui est connu, particulièrement sur le ferroviaire, autant sur le routier, je crois que nous avons besoin encore de faire quelques analyses, mais sur le ferroviaire, nous avons une connaissance précise des besoins pour les années qui viennent. Le sujet, vraiment, c'est de sortir de cette question de l'annualité et d'aller au-delà du diagnostic et des annonces très importantes qui ont déjà été faites par le passé, notamment les 100 milliards du ferroviaire qui avaient été annoncés par la Première ministre Elisabeth Borne, mais de voir de quelle manière nous avons une trajectoire robuste nous permettant d'atteindre les objectifs qui étaient fixés. C'est l'enjeu de cette conférence. Cette conférence devra s'atteler évidemment au-delà du regard sur les besoins, devra s'atteler aux outils juridiques et financiers nous permettant d'atteindre la cible, sans évacuer évidemment les difficultés qui sont devant nous ou qui vont surgir dans les mois et les années qui viennent. Je pense notamment, s'agissant du financement des mobilités, alors à la fois le financement du budget de l'État, le financement des collectivités locales et le financement de l'Agence de financement des infrastructures terrestres de France. Nous avons une difficulté qui s'appelle la baisse programmée des recettes de TICPE. À mesure que le parc automobile va s'électrifier, évidemment, nous avons une baisse attendue de ces recettes. Et il faut en tenir compte. C'est une difficulté et un risque pour le financement des mobilités dans les années qui viennent, mais nous devons également saisir un certain nombre d'opportunités. Parmi ces opportunités, je me permettrai d'en citer deux. L'évolution des quotas carbone à l'échelle européenne, qui est un sujet redoutable parce qu'évidemment, il y a un certain nombre de recettes imaginées avec des difficultés entre les enjeux économiques, les enjeux écologiques, les enjeux sociaux à prendre en compte. Et avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher, nous regardons cela comme le lait sur le feu, mais nous voyons également ces quotas carbone comme une opportunité pour transformer le modèle et mieux financer le modèle des infrastructures. Et vous m'avez sans doute entendu parler également de l'opportunité que constitue la fin des concessions autoroutières, non pas pour considérer que c'est un modèle qui serait, comment dire, je ne veux pas utiliser, oui, ni obsolète, j'entends dans la salle, heureusement que j'ai des souffleurs, et en plus quand le souffleur s'appelle Gilles Dansard,
je me dis que je ne risque pas d'avoir des appréciations difficiles dans la presse. Non, mais on a cette opportunité de la fin des concessions autoroutières et donc un nouveau modèle à imaginer à partir de 2031. Et quand je dis un nouveau modèle, ça ne veut pas dire que j'ai des idées arrêtées par rapport à un modèle. Je constate simplement qu'aujourd'hui, on a un réseau qui est correctement entretenu et qui génère un certain nombre de recettes de péage. Et je crois que nous avons une responsabilité collective pour préserver une recette et au-delà de la préservation de la recette, pour voir de quelle façon elle bénéficie à des infrastructures de façon plus large. J'ai été un petit peu long sur ce point-là, mais si je me suis permis d'insister, c'est parce que je pense vraiment que nous avons un rendez-vous historique, en dépit du contexte politique que vous connaissez, qui est un contexte compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, enfin, je ne me lève pas le matin en me demandant si je serai encore là le soir. Je me lève le matin en ayant l'ambition d'être à la tâche et d'être utile au secteur que je représente, et que vous avez également une responsabilité pour stabiliser ce modèle. Et je me permets de vous adresser un message et de vous inviter évidemment à participer, à contribuer à cette conférence nationale des mobilités à partir du mois de février prochain, qui doit être l'occasion vraiment de sortir du système délétère dans lequel nous nous trouvons depuis des années et de voir des trajectoires qui survivront largement à votre serviteur, comme sans doute à ce gouvernement, sauf à ce qu'il dure davantage encore que cette législature, ce qui serait fonder des espoirs qui seraient peut-être au-delà de nos propres conditions. Je voudrais, pour terminer, revenir sur un élément d'actualité, puis sortir un peu du fret ferroviaire. L'élément d'actualité, c'est vous dire évidemment que je regarde avec beaucoup d'attention la situation de la vallée de la Maurienne, qui a été très impactante pour le fret ferroviaire. Vous dire que, sauf mauvaise surprise de dernière minute, nous devrions être en condition à la fin de cet hiver de rouvrir les liaisons. Et je sais que c'est encore une fois très attendu, à la fois par les acteurs qui sont dans cette salle et aussi par des opérateurs qui sont de l'autre côté des Alpes, sans doute. Et vous dire également un mot des ports. Et là aussi, peut-être vous dire un mot plus personnel et un sentiment que je voulais partager avec vous sur l'enjeu stratégique des ports si l'on souhaite développer le fret ferroviaire. On a évoqué tout à l'heure, et je ne vais pas faire, et vous seriez plus que moi capable de faire l'historique et de présenter les enjeux du fret ferroviaire. Mais je crois que nous pouvons partager que le fret ferroviaire, au cours de ces dernières années, en France, a subi à la fois la désindustrialisation du pays, et donc le fait qu'il n'y avait pas de flux suffisants nationaux pour développer le fret ferroviaire. Mais vous pouvez également partager avec moi, sans doute, l'enjeu de maîtriser l'ensemble de la chaîne logistique, qui est une chaîne mondiale aujourd'hui, qui va par les airs, et on a un vrai enjeu d'ailleurs. J'en parlais avec un certain nombre d'interlocuteurs sur le fait que certains développements, enfin d'approvisionnement de marchandises sur le continent européen nous échappent désormais et vont plutôt vers le nord de l'Europe. Et on a sans doute un travail à faire pour que des aéroports régionaux français, au-delà de l'aéroport de Roissy, captent davantage de flux de fret pour positionner le pavillon français, et pas uniquement le fret ferroviaire. On a aussi l'enjeu du transport routier. Mais s'agissant des ports, je pense qu'on a un énorme enjeu devant nous pour consolider les ports, avec des choses qui, au cours des années précédentes, sont allées dans le bon sens. Je pense notamment à la démarche autour du port du Havre et d'Aropa. C'est évidemment un port qui a vocation à augmenter les flux qui lui parviennent, qui a vocation à être davantage connecté avec l'Île-de-France. J'ai eu l'occasion de répondre ce matin à une question orale à l'Assemblée nationale pour rappeler que la ligne Nouvelle Paris-Normandie est une ligne d'intérêt national. Quand je dis ça, je ne porte pas de jugement, évidemment, sur les opinions qui peuvent être celles des Normands ou des Franciliens. Je dis simplement qu'on doit évidemment assurer la connexion de ce port essentiel à la vie du pays, à la première région d'Europe qu'est l'Île-de-France, et sans doute même au-delà, puisqu'il faut que le port du Havre ait une ambition qui soit au-delà des frontières nationales, et que nous puissions, à partir de ces capacités, approvisionner beaucoup plus loin en Europe. Et de la même manière que je vous ai partagé une conviction sur le port, excusez-moi, du Havre, je voudrais partager cette même conviction sur le port de Marseille et la nécessité, à partir du port de Marseille, de développer des infrastructures,
Alors, de fret ferroviaire, il y a des capacités alors, sur un couloir qui est déjà emprunté, mais nous avons des capacités. Nous avons aussi les capacités du fleuve. En tout cas, il faut que le port de Marseille joue un rôle plus important à l'avenir et que nous soyons attentifs, notamment, à ce qui peut se passer sur le sous-continent indien. C'est un continent qui se développe et qui a vocation, sans doute, dans les années, les décennies qui viennent, à jouer un rôle plus important dans le commerce mondial. Et il ne faudrait pas que nous renouvelions les erreurs, alors, je ne sais pas s'il s'agissait d'erreurs, mais en tout cas la situation que nous avons connue lorsque le commerce chinois s'est développé et qu'il a été capté principalement par les ports d'Europe du Nord. Il faut absolument que dans ces flux qui sont en train de se réorganiser à l'échelle mondiale, la France sache jouer le rôle qui doit être le sien et que Marseille puisse jouer un rôle important comme porte d'entrée de toute la Méditerranée. C'est important pour Marseille, c'est important pour son port, mais je crois que c'est aussi important pour l'avenir du fret ferroviaire dans notre pays. Voilà donc en quelques mots, au-delà non pas de l'analyse, mais des sentiments que je pouvais partager sur la situation du fret et ses difficultés qui sont réelles. Je voulais avant tout partager devant vous un message d'espoir, d'abord parce qu'il y a une ambition nationale, une ambition du gouvernement, une nécessité qui est partagée, je crois, par beaucoup de nos concitoyens, même si elle n'est pas encore très sensible sur la nécessité de concilier les enjeux écologiques avec des enjeux j'allais dire de bien vivre, parce que d'autres formes de trafic et le trafic de marchandises peut être jugé pénalisant par un certain nombre de nos concitoyens, et donc nous devons absolument dégager une trajectoire positive pour le développement du fret dans notre pays, et je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous pour m'aider à atteindre cette feuille de route et ces objectifs que nous avons en commun. Merci à vous. À moins que le ministre ait envie de répondre à une question, peut-être. S'il n'y a pas de question piège... Jamais. Ce matin se sont exprimés, on est aujourd'hui avec des professionnels qui travaillent, comme on dit, dans les territoires. C'est Objectif OFP, c'est les opérateurs de proximité. Et un certain nombre d'entre eux ont émis des inquiétudes quant au contrat de plan et au financement des contrats de plan, notamment avec les hypothèques sur l'abondement de l'AFIT, de l'Agence des financements des infrastructures de transport de France. Un mot peut-être pour peut-être les rassurer ou dire ce qui... C'est pas piège, hein, c'est une question factuelle. Dire la vérité, et moi c'est toujours dire la vérité. Voilà, je vous ai indiqué le contexte du budget 2025 qui est un contexte évidemment contraint, mais je crois que nous devons en responsabilité faire un certain nombre d'efforts, et je le dis sur mon ministère comme je le dis, enfin je ne vais pas le dire au nom de tous les ministres, mais je pense qu'on est tous à la tâche avec cet objectif de réduire un déficit public qui, s'il continue à être aussi élevé que celui qui a été mentionné par le Premier ministre lorsqu'il est arrivé à Matignon, aurait des conséquences dramatiques sur la signature de la France. Et quand on parle de la signature de la France, ce n'est pas uniquement le problème de l'État, hein, c'est le problème évidemment de toutes les collectivités et le problème de tous les Français, compte tenu de nos difficultés que nous aurions à nous financer. Donc il y a cet effort à faire et qui se traduit dans le budget 2025, s'agissant de mon ministère, sur une capacité à investir qui permet de poursuivre tous les chantiers qui sont déjà engagés, avec un niveau de financement, je ne veux pas dire de bêtises, parce que je parle sous le contrôle, c'est 3,7 milliards, 3,8 milliards, ou entre les deux d'ailleurs sur l'AFIT, qui est un niveau équivalent à celui de 2023, mais qui est inférieur à celui de 2024, ce qui donc signifie que nous n'avons pas la capacité d'engager des projets nouveaux. En revanche, enfin, à quelques marges près, mais je préfère vous dire les choses telles qu'elles sont. Après, moi, l'enjeu, c'est évidemment, au travers de cette conférence nationale de financement que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est qu'on ait une trajectoire qui nous permette de rehausser. J'ai peut-être omis d'indiquer l'objectif. Il ne s'agit pas uniquement de stabiliser et de donner de la lisibilité à nos capacités de financement. Il faut avant tout rehausser le financement en faveur de nos infrastructures. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un débat qui ne concerne pas que les experts, qui concerne tous les Français, qu'il faut sensibiliser sur la richesse que constituent ces infrastructures et sur la nécessité d'investir durablement sur ces infrastructures. Et après, simplement, ce que je peux dire, c'est que dans le cadre des CPER, il y a des cofinancements évidemment entre l'État et les régions, que l'État tiendra évidemment sa parole et sa signature sur le financement des CPER. Il faut aussi que nous permettions aux régions de tenir leur signature. À cet égard, et je parle sous le contrôle attentif du sénateur Franck Dersin, j'ai bon espoir que dans le cadre
des discussions du PLF 2025, nous puissions offrir aux régions, et quand je dis offrir, ce n'est pas un cadeau par anticipation de Noël, ni un cadeau empoisonné, ni bon, c'est un cadeau nécessaire, offrir aux collectivités régionales un complément, la création d'ailleurs, puisque les collectivités régionales ne bénéficient pas de versement mobilité, mais l'idée c'est que les régions désormais puissent en bénéficier pour, en responsabilité, d'abord faire de l'offre et pas de la gratuité, ce que je dis à tous les présidents de région qui sont complètement alignés sur cet objectif, mais au-delà de la création de l'offre, c'est la capacité sur leur budget, puisque vous savez que les budgets transport, il n'y a pas de budget annexe, c'est dans le budget général de la collectivité, et face à beaucoup de contraintes, l'avantage du versement mobilité, c'est que c'est une recette qui est affectée, et donc elle doit être mobilisée pour les sujets de mobilité et de transport, et donc j'espère qu'avec cette recette complémentaire, les régions pourront être au rendez-vous à la fois des CPER et des besoins d'investissement, mais également du déploiement d'offres. Et vous connaissez mon attachement à ce que nous puissions aller plus loin sur les territoires dans de l'offre, et de l'offre adaptée qui correspond aux territoires ruraux et à ces 10 millions de Français dont je parle beaucoup, mais j'ai vu que Que Choisir me lisait parfois, ou m'écoutait parfois, parce que j'ai vu que Choisir faisait un article ce matin sur ces 10 millions de Français qui n'avaient pas d'autre choix que leur voiture. Et voilà, je me réjouis que ce sujet vienne sur le devant de la scène. François Duhauvray, on sera très attentif à cet arbitrage sur le VM régional. Monsieur le ministre, merci. Il me reste, à l'initiative de Philippe François et de son équipe, à vous convier à vous restaurer. Et retour dans les différents ateliers. 3 ateliers, vous verrez, ils sont indiqués à la sortie de la salle. 3 ateliers à partir de 14h15 pour cet après-midi. Bon appétit à tous.